ce moment-là, je fais entre 500 et 3 000 € par jour pendant 2 mois. Donc, c'est énorme en termes de revenus. Je me fais insulter sur les réseaux sociaux et je me fais harceler. Enfin, un livre qui parle de réseaux sociaux avec quelqu'un qui a appliqué ce qu'elle dit dans le livre. Les gens qui m'ont le plus craché dessus, par contre, c'était des nanas. Oui, on peut être entrepreneur. Maintenant, ça demande une rigueur et une organisation millimétrée. De devoir se battre tous les jours, de devoir mettre 100 balles de côté par mois parce que, en fait, si tu fais pas ça, tu peux pas prévoir et anticiper ce qui va se passer dans la vie. Enfin, c'est pas une vie, en fait. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville. Bonjour Laurine. Bonjour. Merci d'avoir pris le train depuis Montpellier. C'est ça. Et pas une autre ville, pour venir nous voir. Donc ça fait plaisir. Ça a l'air banal la question que je vais te poser, mais je la pose à chaque fois en début d'interview. Et quelle est cette question ? Comment vas-tu ? Ça pouvait être n'importe laquelle, mais c'est très gentil de poser cette question. Ça va. Hier, j'étais un petit peu fatiguée. J'ai fait le train, ça me défonce à chaque fois. Mais là, j'ai bien repris des forces pour être à fond sur l'interview. Donc, Combien de temps de trajet de Montpellier à Paris ? 3h30, 4h, un truc comme ça. Ok, donc t'as le temps je de travaille. bosser, c'est ça. Donc, j'ai le cerveau comme ça après. Alors, comment c'était ton japonais ? C'était bon. T'as mangé japonais, non ? Ouais. Comment Dans le tu sais que quartier ? j'ai mangé japonais ? Je l'ai dit ? Non, Je l'ai pas dit sur la conversation. non. Comment tu sais ? J'ai les yeux partout. Ça Là- t'intrigue, hein ? Non, mais là, ça me... Parce ça me que fascine. le Japon, en fait, le drapeau du Japon, il y a du rouge dedans. Donc je me suis dit, elle est obligée d'aller au... Non, mais je plaisante, mais je t'ai vu tout à l'heure, à ok. travers la vitrine. Ah, tu m'as vu à travers la vitrine ? Ouais. Mais en fait, tu m'as espionné avant pour voir est-ce que c'est pas une meuf un peu bizarre et tout, ça ? Non, j'étais en train de manger chez l'Afghan. Moi, je mange plutôt chez l'Afghan, dans le quartier. Et tu sais que j'ai avancé, j'ai fait « Oh, elle est là, au japonais !» Et Ouais, j'ai tu hésité peux pas en me plus. louper avec le haut rouge. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé par t'appeler Laurine, qui est ton prénom. Mais toi, on te surnomme également la meuf en bleu. La meuf en bleu, exactement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un t-shirt rouge aujourd'hui. Oh, je vais arrêter de déconner parce qu'après, on va me dire la meuf en rouge. Donc, pourquoi ce surnom et pourquoi ce choix de couleur ? C'est vraiment l'anecdote la plus foireuse au monde. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, au début, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'avais mis une photo de profil où j'étais quand même passable. Disons, voilà, j'étais jolie, etc. Et sur cette photo de profil, j'avais un haut rouge. Et je voyais des nanas qui s'appelaient la meuf partout, parce qu'en fait, quand elle publie sur LinkedIn, tout le monde lui dit à chaque fois qu'on la voit partout. Le mec à lunettes, le machin. Et je me suis dit, je vais m'attribuer une couleur, je vais m'appeler la meuf en rouge. Et du coup, depuis, ça ne m'a jamais quittée. Et j'ai dû refaire ma garde-robe de rouge. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que tout le monde se rappelle de moi, parce que les gens, pour la petite anecdote, pour certains, ne savent pas comment je m'appelle réellement, mais ils savent que je suis la meuf en rouge. Donc, tant mieux. Mais t'aimes cette couleur ou pas ? Je peux plus me la voir, maintenant. C'est vrai ? C'est à force, c'est toujours la même chose, etc. C'était pas ma couleur préférée, de base non plus. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Et chez toi, tu t'habilles en rouge ou Non. Classique, beige, noir, enfin, voilà, d'autres couleurs même. Mais... Donc toi, tu t'es fait connaître sur LinkedIn ? Oui. Donc est-ce que je le prononce bien déjà ? Oui. Parce que tout le monde dit LinkedIn. LinkedIn, parfait. C'est ça, c'est LinkedIn. Je suis une vraie tu es business, américaine. Ouais, tu es une businesswoman. C'est un truc sur lequel on reviendra plus tard, sur ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé avant LinkedIn. Qu'est-ce que tu faisais ? Ouais. C'est avant LinkedIn, j'ai monté ma boîte avant d'aller sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'était une manière pour moi de trouver des clients. Sauf que j'ai pas monté ma boîte dans n'importe quel contexte. J'étais encore à l'école à ce moment-là. J'étais encore étudiante. Ça date d'il y a 3 ans en arrière maintenant. J'étais en train de passer mon bac+4, donc en commerce international, rien à voir avec le marketing, etc. C'était vraiment du commercial avec, on exporte, on importe, c'était rien à voir. Et je monte ma boîte parce que je me dis à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir s'il y a autre chose, un autre avenir pour moi. Et quand je me lance, je me lance dedans, mais je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais.
Et je me lance en copywriting. Donc, c'est pas le copyright avec les droits d'auteur, etc. Copywriting, c'est vraiment l'art de vendre avec les mots. Donc, écrire des pages de vente persuasives qui donnent envie aux clients qui arrivent sur la page de vente, pour acheter des chaussures, par exemple, de vouloir acheter les chaussures. Et donc, du coup, je me lance là-dedans parce que je m'étais formée en parallèle de mes études, etc. Mais je sais pas où ça me mène. C'est-à-dire, j'ai pas eu de clients, j'ai pas eu de demande, je sais pas. Mais je crée ma boîte. Et du coup, donc je le fais dans ce contexte-là où je suis encore à l'école. Et après, je publie. Donc, une semaine après la création de ma boîte, je commence à publier sur LinkedIn. Et après, ça part. Et c'est un peu. Je sais pas comment j'arrive à faire, mais comme tu l'as dit, explosion du jour au lendemain, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. J'ai pas trop compris. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur le tas. Et t'as pas eu un contexte un petit peu qui t'a facilité justement à développer des choses dans le digital ou dans l'entrepreneuriat par rapport à la famille ou des amis proches? Alors, dans ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. Donc, j'avais pas vraiment cette notion-là. D'ailleurs, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était prendre des risques, donc il fallait pas trop y aller. Être propriétaire, c'était prendre des risques, donc il fallait pas y aller. Enfin, voilà, j'ai été vraiment éduquée comme ça. Il y a eu le Covid un peu avant que je me lance. Il y a eu le Covid qui m'a permis, du coup, de commencer à me former, de commencer à réfléchir aussi sur plein de choses. Qui a fait aussi que quand j'étais en alternance, on avait droit au télétravail. Donc, qui dit télétravail dit t'es plus chez toi. Et si t'es plus chez toi, tu fais aussi, des fois, t'en profites pour faire autre chose. Hein, faut pas se le cacher. Et donc, voilà, c'est après le Covid, télétravail, etc. C'est ça qui m'a plus poussée à me lancer plutôt que ma famille, mes amis. On n'est pas trop entrepreneurs dans la famille de base. Donc, quelque part, le contexte Covid, Ouais. ça t'a aidé. Ça a aidé beaucoup Comme de beaucoup de personnes. gens. Ouais. Beaucoup d'entreprises, il y a des entreprises qui ont complètement coulé Et ouais, malheureusement. et d'autres qui ont su rebondir et être assez rusés et Oui. malins pour transformer en fait leur business. C'est Comme ça. t'as rencontré, toi, des gens un petit peu comme ça? Moi, j'ai vu plein de gens exploser grâce au Covid, notamment dans le milieu de la formation en ligne. Il y avait des gens qui ont su prendre la direction un petit peu. Et comme tu dis, il y a plein d'entreprises qui ont coulé parce qu'en fait, elles se sont complètement disruptées par le marché. Quand tu t'adaptes pas aux nouvelles normes, aux nouvelles façons de faire, parce que mine de rien, l'humain s'habitue très très vite aux nouvelles choses. Donc ça devait être dur les 2 premières semaines, mais après, le Covid a duré quand même assez longtemps. Ouais. On a eu des périodes de confinement, on a eu des périodes de couvre-feu. Ouais. Donc voilà, il fallait s'adapter. Si tu t'adaptais pas, tu mourais. Donc c'est assez dommage pour beaucoup d'entreprises, mais ça a fait naître plein d'autres choses, et dont moi. Donc je suis contente que ça me soit arrivé aussi finalement. Alors moi, j'ai regardé beaucoup d'interviews. J'étais obligée, j'ai essayé de faire mon taf un petit peu, quand même J'avais si pas je trop rigole envie, tout le mais- temps. Non, mais déjà, je connaissais parce que j'avais déjà vu ton profil passer, même si je suis pas beaucoup sur LinkedIn. Toi, tu parles souvent de tes parents, du fait de pouvoir les aider et de pas te poser de questions quand tu fais tes courses. Pourquoi est-ce que tu es si préoccupée par le fait de manquer d'argent? J'avais pas la réponse il y a 1 an en arrière parce que je comprenais pas trop pourquoi j'avais ce besoin-là de bien gagner ma vie, de montrer que je gagne bien ma vie, puisque je vends aussi du make money. Moi, sur mes formations, je montre aux gens comment on fait de l'argent. Donc, en fait, il faut que ça aille de pair aussi. Et en fait, j'ai compris récemment que j'avais eu j'ai pris un peu le transgénérationnel de ma maman. Je m'explique. Ma maman, elle est née dans une famille où ils avaient pas beaucoup d'argent, où pour manger, pendant des semaines, des fois, ils avaient du chocolat chaud avec du pain rassis à tremper dedans parce qu'ils avaient rien d'autre. Ils étaient pas méga pauvres en mode on est à la rue, mais ils étaient pauvres. Et c'est une situation que j'ai jamais connue puisque mes parents se sont quand même battus pour moi. Ils ont beaucoup travaillé, surtout ma maman qui faisait des nuits à l'hôpital, des machins, parce qu'elle était aide-soignante à ce moment-là. Donc elle s'est beaucoup battue. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai toujours vécu avec une maman qui faisait attention à ce qu'elle dépensait, qui comptait ses sous parce qu'il fallait pas faire n'importe quoi, et qui prévoyait toujours l'avenir, qui anticipait. Si la voiture elle casse, il faut qu'on soit en capacité d'en racheter une, donc il faut qu'on ait l'argent de côté. S'il y a ci, s'il y a ça, etc. Et donc j'ai toujours vécu avec une maman qui m'a appris à faire attention, et peut-être des fois un peu trop. Et moi, quand j'étais ado, j'associais ma mère un peu à une radine. Je suis désolée, maman, si tu vois ça. C'est ce que je pensais à l'époque. Mais je n'avais pas tous les paramètres. Et du coup,
sans le vouloir, en fait, elle m'a retransmis un petit peu ça, cette peur de manquer, parce qu'elle avait déjà manqué, donc elle avait peur de se retrouver encore à nouveau dans cette situation. Peut-être qu'elle le sait même pas, mais moi, en tout cas, moi, là, c'est ce que je ressens de ça. Et du coup, en fait, moi, par mimétisme, j'ai un peu refait ce qu'a fait ma maman, même si j'en avais pas autant besoin qu'elle. Mais du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très prévoyante, je fais attention à ce que je ne dépense pas dans n'importe quoi, que n'importe comment. C'est quoi ta plus grosse dépense? Ma plus grosse dépense, c'est pour ma boîte. C'était c'est un coaching suivi sur 3 mois à 20 000 euros. 20 000 euros? Et ça, c'était bien ou c'était une grosse carotte? En fait, c'était bien, mais ça me correspondait pas puisque je me suis formée en closing. Donc, closing, c'est, pour un petit peu donner une définition, c'est le fait d'appeler tes clients, que tes clients réservent un appel avec toi, tes prospects, et toi, tu leur présentes l'offre et tu leur donnes tous les paramètres pour qu'ils puissent prendre leur décision à la fin de l'appel, acheter ou non. Et en général, tu veux qu'ils achètent. Donc, en fait, c'est du commercial, quoi, en gros. Si je peux, Par téléphone? Ouais, ou par visio, ça Ok. peut être les deux. Et donc, évidemment, il y a des techniques, il y a du commercial, comment faire, comment répondre aux objections, etc. Sauf que moi, c'est pas du tout. Enfin, j'aime pas, en fait. Je préfère le laisser à quelqu'un d'autre qui peut le faire pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est créer du contenu. Les gens achètent parce qu'ils m'aiment bien. Si t'achètes pas, je m'en fous, j'ai pas envie de te convaincre d'acheter. Mais je me suis formée parce que je voulais, si j'avais des gens dans mon équipe qui le faisaient, je voulais savoir de quoi je parlais. Et voir aussi si ça me plaisait. Mais ça m'a pas plu, mais c'était pas, ça avait rien à voir avec la personne en elle-même, c'était moi, juste j'aime pas. Et les formations en général, nous on a un public en fait, je sais pas s'ils se forment, enfin tu sais avec des trucs de coach, etc. sur LinkedIn. Ça tourne autour de combien les formations? Bon, je sais que c'est des prix vraiment variables, hein, Ouais. mais est-ce qu'il y a une moyenne de prix? Est-ce que c'est un gros business en France? Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus, quoi? Bien sûr. Les formations, ça tourne, comme tu dis, il y a tous les prix, mais je vais vraiment te donner une fourchette. La fourchette basse, on est dans les 500 euros. Par mois? Non, une formation Ok. que tu payes une fois, comme une formation au CPF, par exemple, que tu prendrais par l'État et qui te coûterait de l'argent une fois. Et puis ensuite, tu peux aller jusqu'à 3 000 euros, on va dire, dans ces eaux-là. Après, tu as tous les prix. Donc, c'est entre 500 et 3 000. Après, comme tu dis, tu as des formations mensuelles aussi où tu peux payer 15 euros par mois, comme tu peux payer 150 par mois, comme tu peux payer 500 par mois. Ça dépend, c'est pas la même cible quand tu payes 500 euros par mois, quand tu en payes 15, évidemment. Oh, mais toi, t'as payé 20K sur 3 mois. Ouais. Donc, c'est le premium, quoi. Ouais, c'était le premium, mais parce que j'avais beaucoup travaillé aussi pour ça. C'était en début d'année, donc j'avais déjà encaissé de l'argent avec ma boîte, j'avais fait des bénéfices, donc c'était pas une. Enfin, je me suis pas dit all-in, on y va, et voilà. La première formation que j'ai achetée, je pense que j'ai mis 200 euros dedans. La toute première, quand je me suis formée et tout, donc c'est pas des. En fait, on fait par rapport aussi au budget qu'on a, par rapport aux besoins qu'on a, etc. Moi, je pouvais prendre ce risque-là. Donc je l'ai pris. Tant bien, ça m'aurait rapporté des millions d'euros derrière, mais je l'aurais jamais su si je l'avais pas fait, tu vois. Donc je le vois plutôt comme ça. Mais après, en termes de formation, le marché, il pèse très très lourd, puisque déjà, depuis le Covid, beaucoup plus de gens se forment en ligne parce que ça a été démocratisé. Et en plus, le marché du CPF, donc les formations qui sont prises en charge par l'État, etc., ça paye des milliards par an. Je sais plus combien est le chiffre, mais c'est des centaines de milliards par an. C'est énorme, en fait. Donc oui, les gens se forment. Maintenant, la formation, encore une fois, c'est comme partout dans tous les secteurs d'activité. Il y a des arnaques, il y a des très bonnes formations, il y a des très mauvaises. Voilà. Et comment faire pour pas se faire carotte? Eh ben, moi, je pense que déjà, il faut regarder le passif de la personne qui forme, c'est-à-dire depuis quand elle forme, d'où elle sort, est-ce qu'elle a eu des casseroles avant. Moi, ça m'aurait évité de me faire avoir plein de fois, de faire ça. Et surtout, regarder les avis. En fait, ce que la personne en elle-même dit, c'est bien, mais ce que les autres disent de cette personne, c'est autre chose. Donc, regardez bien les avis, demandez autour de soi. Et le dernier point, c'est surtout de regarder, de suivre un petit peu cette personne avant de passer à l'achat et de regarder si ce qu'elle fait, ça nous plaît. Si la façon d'être, le message qu'elle transmet, est-ce que ça nous plaît, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnus et connus pour justement pour arnaquer dans votre milieu? Oui.
Ah oui. Tu peux nous dire des noms ou pas? Non. Évidemment, j'ai vu des articles, j'ai entendu parler, mais bon, entre j'ai entendu dire et la vraie version, des deux C'est ça, versions c'est et tout, toujours, ouais. moi, je veux toujours prendre les deux versions, tu vois. Par contre, oui, moi, je me suis déjà fait avoir par des gens qui étaient connus et reconnus, que moi, je connaissais pas, puisque c'est comme ça qu'ils continuent de perdurer, ces gens, c'est en, en allant vers des gens qui ne les connaissent pas. Donc, mais ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, je pense que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les faire attention, regarder le passif, regarder les avis et tout. Si j'avais pris plus de temps à faire attention à ça, j'aurais pu éviter le drame, qui n'en est pas un, parce que j'ai toujours deux bras, deux jambes, tout va bien. Ouais, ça c'est clair. Mais voilà, j'aurais pu éviter de me faire avoir. Mais ça arrive à tout le monde à tout âge. Alors, on parlait d'argent. Pour toi, c'est une fin ou c'est un moyen? Ah bah, c'est un moyen, ce sera jamais une fin. Moi, la fin, pour moi, c'est que mes parents soient en bonne santé, qu'ils aient de quoi vivre, besoins primaires, que si jamais ils ont besoin de moi, ben, je suis là, je peux leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et surtout, moi, mon plus grand rêve, c'est de fonder une famille. Et bah voilà, je veux que mes enfants, en fait, ils manquent pas. Donc, t'es pas obligé d'être dans l'abondance ultime pour ne pas manquer, mais c'est toujours mieux d'avoir c'est ça reste du matériel, mais quand t'es bien chez toi, t'as une maison ou t'as un jardin. Après, c'est propre à chacun. Vraiment, là, c'est propre à moi, mais ça peut être propre à chacun. Il y en a qui sont très heureux dans des appartements sur Paris. Moi, par exemple, Paris, c'est une ville dans laquelle je pourrais pas vivre du tout. Donc, pareil, tu vois, c'est des choix de vie, c'est des choix de machin. Et pourtant, il y a tellement d'opportunités business ici. Enfin, bref. Donc, moi, tant que les gens autour de moi ont la santé et que si jamais un jour il se passe quelque chose, t'as besoin d'argent pour payer des médicaments, pour payer des trucs, etc. Et ben que ce soit pas La croix et la bannière, ou exactement. l'impossibilité de C'est le ça. faire. C'est ça. Si la voiture se casse, comme tu disais. La tranquillité d'esprit. Ouais. Tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un peu le cas de beaucoup de monde que je côtoie, que j'ai connu, où c'est, nous, en tant qu'enfants, on a une lourde quand même responsabilité vis-à-vis de nos parents. Mmh. Je dis pas qu'on est obligé de subvenir financièrement à leur train de vie, ou Ouais. voilà. Mais tu vois, c'est un peu bizarre cette relation. C'est-à-dire que c'est les parents en fait qui doivent prendre en charge les enfants, c'est normal. C'est eux qui sont responsables Oui. de ce qu'on est, quoi. Mm. Mais nous, en tant qu'enfants, tu vois, on a cette responsabilité-là quelque part. Est-ce que tu penses que c'est une question de classe sociale, d'avoir cette mentale-là, de devoir être responsable de ses parents, ouais. de ses parents, ouais. Non, je pense que c'est une question d'éducation. T'as des gens qui s'entendent pas du tout avec leurs parents parce qu'ils leur ont fait beaucoup de mal ou parce que, enfin bref, ça c'est des histoires. Après, j'en sais rien, je suis pas dans chaque famille. Des fois, ben, que ce soit tes parents ou pas, t'as pas envie d'aider parce qu'ils t'ont fait du mal, parce que pour X ou Y raison. Moi, mes parents, je sais qu'ils se sont toujours battus pour moi, qu'ils m'ont toujours élevée dans l'amour, que bah il y a eu plein de conflits quand j'étais ado, etc. Mais enfin, j'ai envie de dire c'est presque normal et même sain même. Et donc ouais, pour moi c'est hyper important de pouvoir si un jour ils ont besoin subvenir à leurs besoins. Et tu sais des fois je pense à un truc, les gens me disent mais meuf mais pourquoi tu penses à des trucs comme ça, t'es folle et tout. Et je me dis moi je suis fille unique, j'ai 2 parents. Je leur souhaite la plus longue vie qu'ils puissent vivre. Mais à un moment donné, ils vont devenir plus âgés, ils vont avoir moins de mobilité, bref, plein de choses. Et peut-être que je vais devoir leur payer une maison de retraite. Sauf qu'une maison de retraite, c'est 2 à 3 000 euros par mois. Si moi, j'en gagne pas, si j'ai mes 2 parents qui sont dans cette position-là, parce que je peux pas m'en occuper, parce qu'ils peuvent pas venir vivre chez moi, parce que X ou Y raison, je dois les mettre en maison de retraite. Je fais comment pour sortir 6 000 euros par mois juste pour la maison de retraite pour chacun de mes parents? Pendant probablement 10, 15, 20 ans, j'en sais rien combien de temps, tu vois. Comment je fais? Et en fait, c'est une peur irrationnelle puisque ça n'arrivera probablement jamais. En termes de probabilité, il y a plus de chances que ça arrive pas que ça arrive. Mais j'arrête pas d'y penser. Je me dis, je dois pouvoir être là s'il arrive quoi que ce soit. Pourquoi tu dis que c'est la probabilité de pas arriver? Parce que y a plus de gens qui sont pas en maison de retraite que statistiquement que des gens qui sont en maison de retraite tu vois dans le pourcentage. Donc il y a plus de chances que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver pour un ou pour les deux, tu vois. Mais et donc j'ai besoin de savoir que je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je pourrais leur offrir
la vie qu'ils méritent, enfin, leur fin de vie. Mais qu'ils moi, j'ai méritent. ta solution. C'est quoi la solution? Tu vis avec eux. Mais oui, mais tu sais, t'en sais rien, les plans pour demain, si je pars vivre aux États-Unis pour X ou Y Ils viennent avec raison. toi. Oui, c'est vrai. Ils viennent avec toi. C'est vrai. Moi, je suis d'origine asiatique. On garde les parents avec nous, C'est vrai. tu vois. Vous Et, avez des étages, non, dans les maisons? Pas Pas forcément, forcément. mais il y a ce côté-là où justement les grands-parents s'occupent des petits-enfants. Moi, Ouais. par exemple, ma mère, elle s'occupe de mes enfants. Donc toi, c'est culturel plutôt. Si, moi, je vois plus ce côté-là, en tout cas. Tu vois, quand tu me parles de Ouais. maison de retraite, nous, jamais on en a parlé, quoi. Ouais, c'est vrai Tu vois. qu'en fait. Et je pense que c'est culturel. Je sais que ouais. chez les rebeux, les renois, il n'y a pas. Alors, il y en a peut-être. Hein. Moi, je ne connais pas, comme tu dis, je suis pas dans chaque famille. Mais il n'y a pas ce côté-là de tiens, il y a la maison de retraite, ils vont Ouais, aller en c'est maison de vrai. retraite. C'est plus, on va garder les parents avec C'est nous. vrai. Et après, on veut qu'ils se sentent utiles Hmm. pour eux-mêmes, C'est tu vois. vrai. Et donc, on dit, ah, bah, occupe-toi des enfants. Et en même temps, nous, ça nous aide, hein, les parents. Hmm. Mais ils se sentent utiles. Donc, Bon, bah, je vais faire une grande maison alors. bah oui, mais c'est Chacun bien. aura sa Ils sont heureux, dépendance. hein. Ouais. Ils sont vraiment heureux comme ça. Enfin, je pense. Hein. Après, bon, il y a les petites trucs de fight et tout, que ce soit avec la belle-mère, le truc et tout. Mais je pense que c'est... Je sais pas, on nous a tous séparés dans les C'est sociétés vrai, ouais. occidentales, tu vois. Grave, Et maintenant que tu le dis. tu vois, où Ouais. il y a ce côté-là, quoi, où c'est un peu, pas individualiste, mais après, c'est vrai qu'on nous met ça dans la tête, on nous formate, tu vas aller travailler loin, ouais, mais tu auras tes enfants, tu pourras pas t'occuper de tes Mm. parents, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, Mm. mais la solution, en fait, elle est facile. Ouais. Tu gardes tes parents avec toi, eux, ils sont heureux parce qu'ils voient leurs enfants et leurs petits-enfants. Bon, après, il faut bien s'entendre avec le gendre ou la belle-fille, quoi. Enfin, bref. Ça coûte même moins cher de faire venir une aide à la personne, même, Ah bah je oui. pense. Ouais, en plus, il y a des aides de l'État et tout. Ouais, c'est vrai. Aide à domicile. J'avais jamais pensé à ça, c'est dingue. Ah bah, je suis contente, tu vois. Ouais. Parce que, bah, c'est bien. Ouais, là, ça me fait repenser à un truc autrement. En fait, et puis même, il y a toujours une solution. Bah oui. Toujours une solution. Et ils seront vraiment plus heureux, je pense, Ouais, c'est vraiment. vrai. Ouais. Avec la famille qu'en maison de Ouais, retraite. c'est ou, vrai. Ah oui, non, mais bien avec sûr. les dames, ah, vous allez bien, tu sais, ou qui les prennent pour des. Et puis même, on sait pas ce qui se passe non plus là-bas. Exactement. Moi, j'ai vu plein de... Ouais. Je veux pas psychoter, c'est pas dans toutes les maisons de retraite, mais il y a plein de documentaires où... Bah, bien sûr. Et ils sont dans l'économie aussi, hein. C'est-à-dire au niveau de la bien bouffe, sûr. des. Bah, je sais, ma choses- mère, elle a été 20 ans à l'hôpital Bah oui, donc et elle connaît. elle a fait aussi le pour les personnes âgées. Elle sait ce que c'est de se démener pour une personne pour 20 patients. Elle connaît, elle m'en a parlé et ça donne... Enfin, c'est pas joli à voir. Hein. Et en plus, c'est même pas parfois de la faute du personnel. Mais Quand non, ils n'ont pas le temps et qu'ils ont 1 minute par personne. quand ils sont en sous-effectif, Bah qu'ils oui. ont, comme tu dis, 1 minute 30 par personne pour la douche, pour machin, mais des fois, c'est pas possible. Hmm. Et t'es obligé soit de grignoter sur ton temps à toi, soit sur le temps des autres. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà. C'était mon petit quart d'heure asiate. Non, mais franchement, c'est bien. Tu m'as fait un déclic, là. Alors, il y a un dicton qui dit que le bonheur ne s'achète pas. Est-ce qu'il y a un truc auquel tu tenais où tu te dis, tiens, j'aurais beau faire toute la thune que je veux, cela, je retrouverai pas cette chose. Enfin, je la trouverai pas, quoi. Des fois, tu vois, je me pose la question et je me dis, ok, à quoi ça sert? Tu vis, tu nais, tu vis, tu meurs. Ok, ça sert à quoi d'emmagasiner, de machin, la richesse et tout? Je me dis, ok, ça sert à avoir la liberté dont tu as envie pendant ta vie. Mais il y a un truc sur lequel tu me dis, demain, tu donnes tout ton argent, tu repars à zéro, t'as plus de maison, t'as plus de machin et tout, c'est la santé. Pour moi, c'est... Je vois des méga stars, des machins, ils ont des millions sur le compte en banque, ils sont blindés, ils savent même plus quoi en faire. T'as la maladie qui te touche, tu es égal face à n'importe qui a la maladie comme toi. Tu n'as pas plus de chance ou moins de chance. Après, oui, il y a des traitements, des machins, etc. Je rentre pas là-dedans, là. Je rentre dans ce qui se passe physiquement dans ton corps. C'est le truc où tu peux me dire, et tu lâches tout, tant pis. Sinon, t'as telle maladie qui va arriver sur ta mère, ou ton père, ou toi, ou peu importe, ou même mon chien. Tu me dis, demain, je lâche tout pour mon chien. C'est le truc, pour moi, qui n'égalera jamais tout l'argent que je pourrais gagner. Comme Steve Jobs l'avait dit, hein, quand il était malade. Steve Jobs. Mais il avait dit, si j'avais su, enfin, j'ai eu les plus belles maisons, j'ai eu les plus grosses voitures, j'ai eu la reconnaissance de tous, etc. Mais quand j'ai eu la santé, bah, en fait, je me suis aperçu que ça servait à rien. Quand j'ai perdu la santé. C'est ça. Voilà. Je me suis aperçu que ça servait à rien et que j'aurais peut-être dû
employer mon temps à faire d'autres choses. Bah, Parce exactement. que j'ai fait des grandes choses, mais c'est quoi la finalité, quoi? Oui. Et maintenant, je pense à ça quand je commence à être trop épuisée, que je travaille beaucoup, etc. Et que je dépasse les bornes. Je me dis, non, tant pis, fais moins. Et puis, c'est pas grave, en fait, tu trouveras toujours une solution. Hmm. Toi, t'as grandi en ville ou dans un petit patelin? Un petit patelin à côté de Montpellier, un peu à la campagne, Ça s'appelle comment? Saint-Mathieu, de Tréviers. Il y a combien d'habitants Il y là-bas? a, quand je suis née, il y en avait, je sais pas, 3000, et là, il y en a 5000, quoi. Ah, c'est vraiment un petit patelin, quoi. Ouais, mais c'est un grand village, considéré comme un grand village chez nous, hein. Attends, on a un Intermarché, on a un vétérinaire, on a des coiffeurs. Attention, hein. Et il y a un médecin et tout, de ville? Ouais. Ah ouais, bah bravo. Si, quand même. Non, parce que Il y a tout le monde des dit que c'est banques et désert tout. maintenant. Ouais. Non. En vrai, et puis ça se construit et tout. Enfin, vraiment, il y a du monde. Mais moi, c'était mon endroit préféré, quoi. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas. J'adore. Et adolescente, ça donnait quoi la meuf en rouge? La meuf en rouge adolescente, c'était pas du tout la meuf en rouge, c'était Laurine qui était en colère contre tout le monde, contre la vie, qui voulait pas qu'on lui donne des ordres parce qu'elle déteste ça. Et de toute façon, personne la comprenait puisque personne voulait la comprendre. Voilà. C'était une enfant en colère qui, je pense, avait encore du mal parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et j'ai jamais su pourquoi. Même à l'heure d'aujourd'hui? Même à l'adolescence. Maintenant, j'ai compris. Mais on m'a jamais donné les réponses. C'est moi qui ai compris toute seule. Et c'est quoi alors? C'est compliqué. Enfin, j'ai pas envie d'expliquer là devant tout le monde parce que je préfère les garder pour moi. C'est encore mon jardin secret. Peut-être que j'en parlerai dans un livre. Mais pour l'instant, je suis pas prête parce que je l'ai compris il y a 6 mois, tu vois. Donc c'est encore pour moi même chaud. Et tu voyais les deux parents quand même? Je voyais les deux parents, ouais. Ok. Mais c'était quand même compliqué. Je sentais qu'il y avait des tensions. J'étais le pigeon voyageur. Ah bah, dis ça à ton père, et bah, tu diras ça à ta mère. c'est Et dur, puis, ça. et ouais. Et du coup, j'étais vraiment au milieu depuis toute petite. Mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Je leur en veux pas. Mais du coup, voilà. Donc, la Laurine adolescente, elle a emmagasiné tout ça et elle a jamais compris. Et elle savait pas qu'elle comprendrait qu'à 25 ans, quoi. Et t'as Donc, pas eu de demi-frère, de demi-sœur? non. Mais heureusement, non. Je pense que j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur, demi-frère, demi-sœur. Mais je pense aussi que mes parents, ils sont, on va dire, heureux comme ça. Et surtout, ça leur a permis de se focaliser sur moi pour que j'ai quand même la meilleure vie possible qu'ils puissent m'offrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je veux les rendre fiers, tu vois. Je suis leur seul enfant. Et quand mon père, il me voit à la Fnac, mon livre à la Fnac, quand ma mère, elle me voit sur les réseaux et tout, ils ont les yeux qui pétillent, ils comprennent la moitié de ce que je fais, mais ils sont trop contents, quoi. Ouais, c'est une belle récompense. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens qui étaient en cours avec toi ou qui te connaissent quand ils te voient, ils se disent genre elle a fait ça ou c'est plus du genre ah mais je savais de toute façon elle allait faire ça. Les gens qui étaient dans l'intimité avec moi, donc plus mon cercle fermé d'amis à l'école, je pense qu'ils savaient. Parce qu'ils me voyaient me former, ils voyaient que j'essayais d'aller chercher plein de trucs à droite, à gauche. Je débordais d'énergie, de créativité. Donc, je pense qu'ils s'en doutaient. D'ailleurs, je les ai je les ai assez régulièrement par message et tout. Enfin, ça les choque pas plus que ça. Par contre, ceux qui me connaissent du collège ou un peu avant, je pense que quand j'ai reçu des messages déjà, hein, mais quand ils me voient sur les réseaux sociaux, ils me disent « Ah, mais t'étais pas à tel collège, à tel lycée, machin. Je te reconnais, trop bien ce que t'as fait, bravo et tout. » Après, on connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%, donc même moi, des gens qui ont aussi probablement percé aujourd'hui, je me serais jamais doutée. Mais c'est assez rigolo parce que du coup, tout le monde vient de me demander des conseils. Alors que quand je me suis lancée, il y avait pas mal de gens qui se foutaient de ma gueule. Mais bon, c'est toujours... Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, je faisais de la musique. Au début, on se foutait de ma gueule. Après, Ah ouais? Après, j'ai sorti des... Ouais, mais vas-y, tu vas rien faire et tout. Parce que moi, je faisais du rap. Donc, tu sais, il n'y avait pas de meufs dans le rap, tu vois. Donc, les gens, c'était... Tu vois, vas-y, c'est pas un truc pour toi, quoi. C'est pas pour les meufs et tout, tu vois. Et après, tu sors des disques, tu fais des concerts, des trucs. Et après, c'est... Ah, je savais que t'allais percer, ouais, tu grave. vois. Alors qu'en vrai, ils étaient en mode, elle fera jamais rien. C'est ça.
C'est l'hypocrisie des gens. C'est l'humain dans toute sa splendeur. Après, peut-être que de base, on était vraiment pourris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être Et que qu'ils te disent, tu n'y arriveras jamais, voilà, tu n'y arriveras jamais, Ouais, et que petit à petit, t'as bossé, et qu'à la finale, ils disent, ah ouais, bien, en fait. Mais moi, je me rappelle de mes premières vidéos et tout que je mettais sur Insta, sur TikTok et tout. Je faisais pitié. Hein. Je faisais pitié. Mais on faisait tous pitié. Hein. Mais oui, mais au moins, je faisais quelque chose, en fait. Exactement. En fait, oh oui, ok, je faisais pitié, mais je faisais quelque chose. Oui, ok. Mais au moins, j'ai commencé à construire ma liberté grâce à ça, en fait. Donnez-moi quelqu'un, à part si t'es coaché, mais du coup, faut avoir de la thune, déjà. Si t'es coaché, si t'as un coach en image, t'as un coach en marketing, t'as un coach en machin, oui, tu fais les choses bien, mais quand tu sais pas où tu vas, que déjà, toi, tu te cherches, que tu te dis, est-ce que ça va marcher? T'as le stress, t'as le machin, et que en fait, t'essayes, bah oui, en fait, sur 100% des trucs que tu vas faire, et 95% des trucs vont pas marcher, en fait. Et en plus, on est des meufs. Et en C'est-à-dire plus, qu'on on va est des meufs. être critiqué sur le physique, critiqué la sur ce journée, qu'on moi. a dans la tête, Toute tu vois. la journée. Donc, Toute la journée. Ma copine Alice, elle est blonde, elle est refaite avec son chihuahua. C'est la meuf la plus intelligente que je connaisse, la plus forte en termes de intelligence émotionnelle, relationnelle. Elle pense toujours aux autres. C'est un amour. Je comprends même pas comment les gens peuvent ne pas l'aimer, en fait. Sauf que quand tu fais pas l'effort de t'intéresser ou que t'as le seum et que t'as pas envie que les gens y réussissent, ok. Enfin bref, moi je suis entourée que de nanas qui sont extrêmement intelligentes, qui sont géniales, mais que juste les gens n'apprennent pas à connaître. Donc ils se font des a priori, ils jugent sans savoir en fait ce que la personne elle a vraiment dans le cœur. Moi je sais aussi très bien que les gens me jugent de ouf. Parce que ils se disent, ouais, elle se la pète, ouais, machin et tout. Parce que je montre combien je gagne. J'ai pas de tabou là-dessus, en fait. Mais pourquoi, en fait, je vais avoir des tabous? Genre, les DG, directeurs commerciaux, encore star-cravate, ils sont là toute la journée. Ouais, moi, j'ai closé des deals à 1 million, un machin et tout. C'est bravo, super. Et quand c'est moi, c'est... T'as pas le droit, quoi. Ouais, c'est tu te la pètes, machin... Bah non, en fait, c'est juste factuel. C'est-à-dire, ce mois-ci, j'ai fait tant. Et donc. Non, mais en plus, t'es accessible. Mais, tu vois, je mais peux de comprendre, ouf. tu prends les gens de haut, t'es hautaine et méprisante, mais toi, quand même, t'es accessible, tu réponds à tout le monde. Il y a un truc que jamais personne pourra dire à mon sujet, c'est que quand ils me rencontrent, et même ailleurs, hein, mais quand les gens me rencontrent, ils pourront jamais dire elle m'a mal parlé, elle m'a mal regardé, elle a pas pris le temps pour moi, elle a fait trop la meuf. Moi, j'ai une batterie sociale qui se décharge très très vite. C'est-à-dire à des événements, je vais être fatiguée très très vite. Moi, j'aime bien être le petit rat de laboratoire derrière son ordi qui fait les stratégies et tout. Mais quand je suis entourée de gens, vraiment, je fais l'effort de ouf parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce que je sais que les gens, ils attendent aussi ce moment. Et jamais, même si je suis fatiguée, épuisée, même si j'ai pas envie, même si machin, jamais je ne laisse transparaître que je suis saoulée, j'en ai marre, je suis saoulée. Ouais. Parce que je veux que les gens, ce soit un moment unique pour eux. Je suis pas Beyoncé, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent, qui veulent leurs photos, qui veulent machin et tout. Je prends ce temps-là parce que je me dis, si moi demain je rencontre une personne que j'adore et que j'ai envie de lui parler ou qui m'inspire, etc., je voudrais pas qu'on me traite comme une merde, en fait. Et il y a bien un truc que les gens qui m'ont déjà vu pourront jamais dire, c'est que j'ai été hautaine ou voilà. Et les gens sur les réseaux sociaux qui me critiquent, c'est qu'en général, ils sont jamais rentrés, ils m'ont jamais envoyé un message, ils sont jamais rentrés dans mon intimité, ils sont jamais venus me voir à des événements, donc ils savent pas qui je suis vraiment et ce que j'ai vraiment sur le cœur. Mais après, ça, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui suis responsable de ce qu'ils pensent de moi, en fait, quoi. Et tu t'en fous, de toute façon, tu loupes pas grand-chose. Si ces personnes, elles sont comme ça. Alors, tu disais, justement, tu te caches pas pour dire combien tu gagnes. Alors, combien tu gagnes? Ça dépend des mois. Ton plus bas mois et ton plus haut mois. Là, de cette année, mon plus bas, ça doit être 8000. Parce que on était en pleine création du lancement qui arrivait le mois d'après. Enfin, quelques mois après. Et mon plus gros mois, en termes encaissés, parce que je parle que en encaissé, je parle pas en généré. Parce que le généré, 90 000, ok, mais si t'as des gens qui bloquent des paiements ou si t'as quoi aux caisses, bref. Le plus gros mois encaissé, je crois que c'était 55. Ok, ça c'est en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, oui. Après, t'enlèves la TVA, oui, bien sûr, t'enlèves l'impôt sur la société, t'enlèves le salaire, t'enlèves machin, après, bien sûr. Ok, Ouais. bah c'est pas mal. T'as quel âge aujourd'hui? 25. 25, 55, tu m'as dit? 55 K? C'est Ouais. pas mal, non?
Le plus gros, c'était 100K dans Ok. le mois encaissé. C'était l'année dernière, en août l'année dernière. J'ai pas réussi à les refaire, mais j'oscillais souvent entre 30 et 60. Ok, et quand tu te fais 100K, Général. ça arrive bim sur ton compte ou en facture, hein, avant que ça arrive, comme tu dis, Ouais. qu'est-ce que tu te dis en toi Alors, t'as deux choses. Soit tu pètes les plombs et tu perds complètement pied. Soit tu es raisonné. Et j'ai la chance d'être raisonnée. J'ai fait grâce à évidemment. maman? Ouais, grâce à maman, c'est ça. J'ai fait des investissements et tout. Certains m'ont servi, d'autres pas servi, etc. Mais on s'en fout, si tu veux, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai pris des risques, tu vois. Des risques qui m'ont rapporté bien plus et d'autres qui m'ont fait perdre cet argent que j'avais investi. C'est pas grave. Mais quand t'as 100K, tu vois plus la vie, direct comme ça sur ton compte, tu vois plus la vie de la même manière. Parce que tu te dis, bon, en fait, là, si je travaille pas pendant 3 mois, je suis à l'abri, tu vois. Hmm, Je suis tranquille. Je peux me payer. hmm. Voilà. C'est vrai que ça change tout. Ouais. Il y a souvent une expérience marquante qui change tout. Un moment, un événement où tu te dis ok, moi je veux pas de cette vie ou de ce modèle de vie qu'on me propose. Pour toi, ça a été quand? Et ça a été quoi? Ça a été mon alternance où j'ai compris qu'en fait, si je voulais gagner 100 € de plus sur mon salaire, je devais travailler 10 fois plus. Alors que en fait, ça méritait beaucoup plus, tu vois, en termes de revenus. J'ai compris que en fait, qu'on me donne des ordres, j'aimais pas, même si je suis très enseignable, c'est-à-dire quand j'ai des choses à apprendre, j'ai pas de problème à les apprendre. Par contre, qu'on me donne des ordres et des directives et qu'on me fasse faire des choses qui, de un, sont pas alignées avec ce que j'aime et de deux, me paraissent complètement débiles, en fait, tu vois, j'ai compris direct que j'avais plus envie de ça. Et je me suis dit, c'est soit aujourd'hui, je suis en alternance, je gagne 900 € par mois, j'ai rien à perdre, en fait. Donc, j'y vais maintenant. Au pire, je vais à Carrefour, je postule et je suis payée 1 300, tu vois. Vraiment au pire des cas. Donc, c'est pas non plus une grosse perte. Soit j'attends d'être payée 3 ou 4 000 bars par mois, maximum, hein, si j'y arrive. Et à ce moment-là, j'aurai peut-être une maison avec un crédit, j'aurai des gosses. Et tu fais comment, en fait, quand tu as tout ça à payer, que tu as des enfants et que tu dois assurer ta vie de famille? Tu fais comment, en fait, pour partir de ton taf? Et pour te dire, oh, bah, je me lance. En fait, tu fais pas. Et je comprends les gens qui ont peur et qui vont pas, etc. Parce que t'as pas envie de quitter quelque chose dans lequel t'es confortable parce que tu te dis, bah, je trouverai peut-être pas mieux ailleurs. Moi, m'a fallu un moment avant de me payer bien, en fait. Parce que je travaillais comme un rat de laboratoire et je me payais 1 000 balles, en fait. Parce que je voulais pas trop sortir de trésor, je voulais pas trop me payer pour pas trop prendre le boulard, le machin et tout. Bah, c'est dur, en fait, au début. Et même les charges qu'il y a à payer, parce que plus tu te payes cher, tu payes le double en charge avec les charges. J'ai Donc, même pas envie de voir ouais, de combien je rentrer dans paye les... d'impôts. Enfin, si, je paye trop d'impôts sur les sociétés, je paye trop de cotisations sociales. Je suis zéro avocat fiscaliste, zéro. C'est-à-dire, j'ai rien optimisé. Donc, c'est comme ça. Hein, voilà, pour l'État, pour qui veut. Et oui. Donc, c'est pas facile, en fait. Et puis, tu veux t'entourer d'une équipe, d'un avocat, d'un machin, tu dois payer aussi. Hmm. Ça se fait pas tout seul. Toi, tu comprends, toi, ceux qui bougent dans des pays pour justement Mm. éviter toute la fiscalité importante? Enfin, Oui, je comprends d'un côté parce que moi, c'est quelque chose que je ferais pas, mais je comprends parce que quand tu es déterminé dans ton business, que ton business est ta vie, que machin, t'as pas envie de te faire taxer 70% de ce que tu gagnes, en fait, puisque c'est la réalité en France, hein, les gens se rendent pas compte, mais sur 1 000 €, j'ai 70% qui part à l'État. Donc, en fait, avec les plusieurs taxes, etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc, je comprends. Maintenant, moi, d'un autre côté, je me dis que cet argent-là, il sert à financer des écoles, il sert à aider des gens qui sont dans le besoin, il sert à faire plein d'autres choses qu'on ignore et qui sont pas censées être utilisées comme ça, mais bon, c'est pas grave. à changer la vaisselle à l'Élysée. Avec l'argent des contribuables, bon, voilà. Bref, on ne sait pas où va notre argent en totalité, on le saura jamais. C'est l'État qui décide, c'est comme ça. Mais voilà, moi j'aime dire que je paye des impôts parce que je construis une école pour mes futurs enfants, parce que on construit des routes pour mieux se déplacer, parce que voilà, Il y a les hôpitaux, etc. les Ouais. hôpitaux, bien sûr, est très important. Enfin,
On a quand toutes même ces choses une comme ça. vie où le social, il est prédominant, on va dire. Et en France, ça va, quoi. C'est pas comme aux On a de la États-Unis, chacun pour chance. sa gueule, tu vois. On a beaucoup de C'est un chance. système qui est, je suis pas assez dans la politique et économiste, etc., pour me dire si c'est le meilleur des systèmes, celui qu'on a en France. Pour moi, il est un peu poussé à l'extrême parce que c'est trop d'assistanat, trop de voilà. Mais on a quand même beaucoup de chance d'avoir l'accès au chômage, l'accès. De toute façon, la France c'est un des pays les plus. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est le pays le plus taxé ou dans le top 3, mais bref, on fait partie des pays les plus taxés parce que justement on a beaucoup d'aides, parce que tu vas à l'hôpital, ben tu payes rien parce que tout est remboursé ou en grande majorité. Demain, t'as plus de travail, bon, bah, t'as le chômage pendant 1 an ou 2 ans, je sais plus combien c'est, bref. Et après, T'as oui, t'as des aides plein, voilà, partout, ouais, le minimum vieillesse, le RSA. voilà, tout ça. Donc, d'un autre côté, c'est trop assistanat parce que ça pousse pas les gens à se bouger le cul. Parce que, ben, quand t'as vraiment envie de gagner ta vie, en fait, faut se bouger le cul. Il y a rien qui est acquis, hein. Je faisais une story ce matin où je disais que, ben, pendant mes études, il y a 7 ans en arrière, je cherchais à faire du babysitting, du jardinage, de l'aide à la personne, des cours d'anglais, des machins, parce qu'en fait, il y a rien qui est jamais acquis et que putain, l'argent facile, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Même si tu allais dealer du shit en cité, c'est pas l'argent facile en fait. Hmm. C'est tu risques la prison, tu risques machin, t'es dans des trafics bizarres avec des gens bizarres l'argent facile, il y a aucun business qui est né de l'argent facile. Ouais, faut savoir que les mecs qui font ça, c'est sûr que leur choix, c'est de pas le faire. Ben C'est bien comme les sûr, mendiants. Moi, à chaque fois, j'ai mais des bien débats sûr. où les gens ils disent ouais, mais regarde, il mendie toute la journée, il peut trouver un boulot. Mais où ils disent regarde, ils ont des dents en or, il y a les enfants qui sont assis par terre avec eux. Je dis mais franchement, est-ce que tu crois que s'ils avaient le choix, ils feraient pas autre chose? Hmm, Forcément, tu fais autre chose si t'as c'est des ça. enfants en plus. Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme dans ce game, c'est plutôt un atout ou que ça joue en ta défaveur? En fait, ça dépend comment tu le prends, c'est-à-dire ça joue en ta défaveur si tu décides que ça joue en ta défaveur. Moi, ça m'a empêché de rien. Ça veut dire que, pour moi, c'est plutôt un atout parce que justement, il y a trop de femmes qui pensent que ça joue en leur défaveur et donc du coup, elles font pas, elles se montrent pas, elles osent pas et ça laisse plus de place pour les femmes qui ont envie d'y aller et qui y vont, tu vois? Et je suis pas partisane de dire: «Bon, bah, tant mieux, en fait, si vous restez sur le côté, moi, j'y vais, à votre place». C'est juste que moi, quand je me suis lancée, il y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient ce que je faisais, en tout cas sur LinkedIn et du coup, c'est pour ça que j'ai pris de la place, assez facilement et rapidement. Si je devais recommencer à l'heure actuelle, là, avec, le nouvel algorithme LinkedIn et cetera, je sais pas si je réussirais à avoir, un aussi beau début de carrière. Mais, juste pour dire qu'en fait, tout est dans ta tête. Si tu décides que ça t'arrêtera, en fait. Moi, ça m'empêchait de rien, ça m'a pas empêché de passer, à la télé, ça m'a pas empêché de faire, des soirées avec des cercles très privés, d'être conférencière, d'être autrice, de faire tout ce que je veux, en fait. Et j'aimerais, avoir une émission de télé à moi, tu vois, pour plus tard. Après, j'aimerais faire du cinéma, et je sais que je vais y arriver, c'est juste une question de temps et chaque chose en son temps pour passer les étapes. Mais en fait, il y a si tu décides que ça t'arrête, forcément, tu vas pas réussir à passer les étapes, au fur et à mesure. Mais évidemment, on est moins pris au sérieux puisqu'on est des femmes, c'est dans les mœurs, ça a toujours été comme ça. Maintenant, il faut pas non plus remettre la faute de parce qu'on n'est jamais pris au sérieux et parce qu'on nous critique et parce que, on nous rend pas légitimes, bon, ben, on fait rien, tu vois? Au contraire, faut y aller, pour moi, c'est la plus belle des revanches de montrer on est capable, en fait. Pourquoi tu penses que les femmes, justement, elles pensent comme ça? Pourquoi elles pensent qu'elles vont pas réussir, qu'elles sont pas à leur place, qu'elles sont pas légitimes? Parce que c'est vrai que c'est souvent les femmes. Les hommes, ils s'en foutent. Ils se Bien posent même sûr, pas la question, ils foncent. exactement, Ils se disent, ouais. je vais me faire des thunes. Les nanas, elles, c'est non, je suis pas légitime, syndrome de l'imposteur, etc. Parce qu'on a toujours appris aux femmes, à être des êtres émotionnels. On a toujours appris aux hommes, à pas pleurer, à faire attention, à être bien masculin parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important, être un vrai homme, faut savoir se battre. En temps de guerre, les femmes, elles restaient à la maison, elles faisaient la popote et puis, elles lavaient le linge. Quoique elles étaient après, quand il nous manquait, des petites mains en train de faire les missiles dans les usines, mais les hommes, ils étaient au front, au combat, c'était eux qui devaient
voilà, défendre leur patrie. Ça a toujours été comme ça parce que, en fait, on a appris aux femmes à être comme ça, en fait. On a appris aux femmes à être discrètes. Une femme qui pleure, c'est pas grave, bah, c'est les hormones, c'est une femme. Un homme qui pleure, non, non, ça fait un peu. Hein. Donc, en fait, c'est dans les mœurs, en fait. C'est comme ça. Et tu penses pas que c'est normal, justement? Enfin, tu penses pas que, bah, nous, on porte les enfants, on a une émotion qui est différente par rapport aux hommes. Tu vois, on a quand même, on va plus rester à la maison parce que justement, peut-être on va allaiter. Mhm. Bien sûr, après, c'est bien que les hommes, les pères, ils s'occupent de leurs enfants, mais il y a quand même une différence physiquement. Bon, après, moi, tu vois, je suis féministe à mort, mais physiquement, on n'a pas les mêmes atouts physiques que Bien les sûr. hommes. Donc, il y a quand même une différence Bien entre sûr. la femme et l'homme. Alors, physiologiquement, évidemment qu'on n'a pas on n'a pas le même corps. Une femme qui enfante, elle crée quand même la vie en elle. Enfin, c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs même pour cette raison que on devrait se dire qu'on est aussi forte que les hommes, en fait. Parce que, je veux pas dire plus forte ou moins forte ou machin, mais on est aussi forte. On crée la vie. On crée un être qui va devenir un humain, qui va grandir, qui va avoir des émotions, qui a un cerveau, qui a deux bras. On crée la vie. Mais bien sûr qu'on est forte et bien sûr qu'on est légitime. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. C'est bien, hein, il arrive, il sème la graine, mais en fait, tout le travail derrière, après, c'est nous qui le faisons, tu vois. Moi, je suis pas pro-féministe. Je suis féministe parce que, pour moi, les femmes doivent prendre leur pouvoir, le pouvoir qu'elles sont censées prendre, la place qu'elles sont censées prendre. Ça me brise le cœur à chaque fois de voir que les problématiques chez mes clients, c'est toujours la femme, j'ai peur du regard des autres, alors que les hommes, parce que moi, je forme les deux, alors que les hommes, c'est plutôt, je sais pas comment faire, en fait, pour la même problématique, la même demande. Enfin, des fois, tu te dis, mais c'est dingue, en fait, on a été limite lobotomisé, en fait, Conditionné, ouais. conditionné. C'est dingue. Alors qu'on on est des femmes puissantes, on a un corps qui permet de donner la vie, on est puissante. C'est pour toi, c'est qui la femme que tu vois où tu te dis waouh? Je te parle pas nécessairement de beauté ou Oui, tu oui, vois de bien sûr. physique, etc., mais plus d'inspiration, d'état d'esprit ou de valeur qu'elle véhicule. Euh, à l'époque, pour moi, on a Marie Curie et à l'heure actuelle, on a Nina Ramen, qui sont pour moi deux femmes exceptionnelles. Marie Curie parce que elle prouve et elle donne tort en fait ce que les gens pensent à l'heure actuelle et pourtant c'était à l'époque, donc encore plus difficile dans ce contexte-là. Nina Ramen, aujourd'hui, elle permet aux femmes de prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Nina, c'est ma première cliente d'ailleurs, c'est la première personne qui m'a fait confiance quand je me suis lancée. Donc j'ai un rapport très émotionnel, ce que je ressens par rapport à cette femme-là. Et je trouve que c'est beau de voir qu'elle met en avant tout le potentiel que les femmes ont enfoui en elles, qu'elles osent pas montrer au grand jour. Et donc voilà. Si elle écoute, si elle voit cette vidéo-là, en tout cas, je l'embrasse et je la remercie de faire tout ce qu'elle fait pour les femmes aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme entrepreneur a de plus à offrir qu'un homme? Ah, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de sexe fort ou de sexe faible dans l'entrepreneuriat. Pour moi, les deux se valent, c'est-à-dire que elle n'a pas plus ou moins à offrir, c'est juste elle l'offre de manière différente. On a appris à être, nous les femmes, des êtres plus émotionnels, et ben mettons plus d'émotionnel au cœur de ce qu'on transmet, de ce qu'on enseigne, de ce qu'on propose aux gens. Et en fait, ça suffit amplement. Je veux juste faire comprendre aux femmes qu'en fait, elles ont tout autant leur place que n'importe quel autre être humain sur Terre Hmm. dans leur business. Soyez des lady boss, en fait. Soyez des nanas qui ont peur de rien. Mais pour toi, il y a pas de... Elles peuvent pas apporter des choses en plus? Bah, ce serait faire de l'ultra-féminisme dans l'autre sens, tu vois. J'ai pas envie ni de dire, bon, bah, elles ont plus que les hommes ou elles ont moins que les hommes. Pour moi, non. C'est une question Pas d'individu, plus. quoi. Ouais, c'est exactement. Toi, t'es plutôt, alors je sais pas si je prononce bien, Cody Sanchez ou Leila
Hormozy, c'est ça. Moi, je suis plutôt Leïla Hormozy. Leïla Hormozy, déjà parce que j'adore les travaux de Alex Hormozy à la base. Moi, j'ai découvert comme ça. Leïla Hormozy, elle est souvent taclée d'ailleurs pour sa voix qui est quand même relativement masculine. Et elle a une énergie masculine, voilà, de ce qu'on se fait de l'énergie féminine et masculine. Mais elle est très taclée pour ça, elle continue, elle envoie du bois. Elle est très pointilleuse dans ses analyses, elle dit toujours des choses très très vraies. Et je pense aussi que c'est le duo qu'elle forme avec son mari qui est exceptionnel et qui fait un peu une explosion. Donc ouais, je suis plus Leïla Hormozy. Cody Sanchez, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que je suis plus Leïla. Elle est moins inspirante pour toi. Ouais, mais Mieux tout aussi badass quand même, hein, parce elle envoie aussi, hein, Ouais, c'est clair. Cody. Hein. Alors, quand on tape ton nom sur Internet, parce que je l'ai tapé à plusieurs reprises quand même, donc on tombe sur des vidéos avec des phrases d'accroche du style 500K en 12 mois sur LinkedIn, ou bien elle est passée de 15K à 100K en 3 mois. Est-ce que c'est réel ou c'est simplement pour le storytelling? Non, tout est vrai. Tout est vrai parce que il y avait, tu vois, à un moment quand on m'invite sur des interviews, on me demande le titre. J'ai plus les trucs en tête exactement, mais on m'a dit, bah voilà, elle a fait 500K, elle est passée de ça à ça en un mois. Et tu vois, des fois, bah, je précise et je dis non, c'est plutôt en 3 mois parce que bah, au début, j'ai fait tant, après, j'ai fait tant. Et les 100K, je les ai fait après 3 mois, en fait. Et du coup, je tiens vraiment à ce que les titres des interviews que je donne soient justes et corrects. Pourquoi ? Tout simplement, il y a 2 raisons. Déjà, par souci de transparence avec mon audience, parce que je vois pas l'intérêt de mentir. J'ai des très bons chiffres, j'ai des très bons résultats. Je vais pas aller me cramer comme une conne sur des trucs qui sont pas vrais, alors que déjà mes chiffres sont très bons et que les gens, ça suffit pour qu'ils se disent « Ah ouais, putain, elle pèse ». Donc, ça sert à rien, en fait, de mentir là-dessus. Deuxième chose, mes chiffres, ils sont disponibles sur Internet. C'est-à-dire que demain, tu as envie de payer 5 balles pour voir mon bilan. Tu payes 5 balles, tu vois mon bilan. Tu vois toute la santé financière de ma boîte, tu vois tout ce qui se passe, combien je me suis payé, machin. Tu vois tout. Donc, tout se sait. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'aller mentir sur des chiffres, des trucs. Et en plus, je donne souvent, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant, évidemment, mais je donne très souvent des screens où je montre, ben voilà, du 1er janvier à maintenant, j'ai fait ça. Là, sur le mois d'août, il y a eu ça. Là, machin. Comme ça, les gens, ils peuvent voir. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, c'est vrai que moi, je suis les chiffres. Et ce que tu as annoncé pendant l'année et là, à la fin de l'année, c'est cohérent. Donc, pour moi, ce que tu dis, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais d'autres qui te suivent à la lettre. Donc, si tu commences à annoncer des faux trucs, des trucs bizarres, etc., tu te crames comme une débile et les gens te font plus confiance. Mais c'est triste quand même, non, d'avoir accès à toutes ces informations. Enfin, c'est personnel. En fait, tu as une société, tu fais ta tambouille, c'est ton truc. Après, que le trésor public, il voit les impôts, mais que X ou Y qui habite à Saint-Mathieu, ça s'appelle c'est ça. Saint-Mathieu ou Paris dans le 18e ou n'importe où, ou Aubervilliers, et qui regarde tes chiffres, tu vois, ça regarde personne. C'est pas nous qui choisissons, c'est l'État français qui a mis ça en place. Et tu peux soit les mettre en visible, tu vois, sur ta boîte, sur société.com, tu les mets en visible et auquel cas tout le monde y a accès sans payer. Soit tu peux les mettre en pas visible, public. Donc en fait, ça reste quand même visible. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est déclaration des comptes ou j'en sais rien, bref. Ouais, mais ils doivent payer, comme tu dis, mais ils doivent 5 balles. payer 7 balles ou 5 balles ou je sais plus combien pour avoir accès à tous tes trucs, quoi. Après, je peux comprendre un fournisseur ou un client ou tu sais, qui veut regarder quand même ta santé, la santé de la société pour voir si elle va travailler avec toi. Il y a un petit graphique, on va dire, je peux comprendre, bon, c'est dangereux, c'est risqué. Il y a ce truc-là aussi, ces risques, etc. Mais de là à avoir le bilan, c'est trop. Ah bah, moi, je trouve que c'est trop. Tout le monde y a accès. Bah, c'est pour ça que ça sert à rien de mentir, quoi. Ah oui, bien sûr. Et à l'étranger, c'est comme ça aussi ? Je sais pas. C'est une bonne question.
J'en ai aucune idée. C'est en France, ouais, mais je pense pas qu'à l'étranger ce soit pareil parce que si tu regardes des gens qui sont à Dubaï, etc., Non, c'est ce que j'allais t'as dire. pas accès, C'est pour je ça qu'ils crois. se barrent tous là-bas. Ouais, peut-être, oui. Puis même à Dubaï, t'as le cahier des comptes. Quand t'as une facture qui rentre, un truc qui sort, etc., t'as rien besoin de. C'est pour ça De qu'ils partent tous justifier. à Dubaï. C'est que t'as pas de compta en fait. Nous, Mm. la compta c'est carré. Moi, j'ai une assistante qui a temps plein dessus pour ma compta, quoi, parce que c'est ingérable. En France, c'est très carré, machin et tout. Tu fais passer un truc en plus qui est pas dans tes frais. Ou là, t'es redressé. C'est limite la limite de l'infernal, tu vois. Alors qu'à Dubaï, c'est bon. Là, c'est trop, c'est too much dans le je m'en foutiste. T'es même pas obligé de faire d'avoir des factures, des trucs. Ils s'en foutent. T'as un cahier des comptes. Ok, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort. Personne te dit rien. Ouais, c'est du approximatif, Oui. quoi. C'est pour ça qu'ils prennent tout après dans leur poche et qu'ils s'en foutent, quoi. Donc, on parlait de LinkedIn, qui est devenue une plateforme puissante pour toi. Ouais. Et pour beaucoup, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que tu as fait du ghostwriting pour ton mec qui était plombier? C'est dingue, je savais pas que t'allais me le ressortir. Ouais. J'ai fait du. En fait, j'étais en train d'écrire, enfin de faire une formation sur transformer tes réseaux sociaux en machine à cash et à clients. Donc, je t'expliquais sur LinkedIn, TikTok, Instagram, comment est-ce qu'on faisait. Donc, j'étais en train de la construire, dire, bah voilà, sur LinkedIn, il faut faire tel type de post, il faut les écrire comme ça, bref. Une vraie formation, tu vois. Et en parallèle, mon mec, il me dit, purée, j'aimerais bien mettre sur LinkedIn, je vois que ça marche bien pour toi et tout, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et je lui dis, bah écoute, je t'explique un petit peu comment on fait les posts, et je te montre et tout ça. Mon mec est pas du tout scolaire, c'est un truc qui le fait chier. Voilà, il m'a dit, j'essaye, j'arrive pas. Il était comme ça, j'essaye, j'arrive pas. Je dis, bon, bah je vais le faire. Je vais te faire au moins le premier post, le deuxième, le troisième, comme ça t'as 3 posts, machin, et puis on voit comment ça se passe. Je fais le premier post. Et je dis, la phrase accroche, c'est je suis plombier, toute ma famille me dit de pas aller sur LinkedIn parce que ça sert à rien, mais je vais quand même le faire pour leur montrer qu'ils ont tort. Le post, il fait, je crois, 96 000 likes. Mais non, mais c'est le plus gros hold-up de LinkedIn, je crois. Peut-être qu'il y en a eu un autre, mais je l'ai pas vu, tu vois. 96 000 likes, 8 millions de vues, et il lui rapporte, je sais pas, 15 000 abonnés, un truc comme ça, en un post. Et là, on fait, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Que des posts après qui s'enchaînent les uns après les autres, d'autres gens qui disent le plombier de LinkedIn, machin, il vient d'arriver, il machin et tout. On ne fait que parler de Romain pendant des semaines et des semaines. Moi, derrière, je vois que ça marche, donc je continue à faire des posts. 10 000 likes, 15 000 likes, trop facile en fait. Parce que ça y est, le mec, tout le monde parle de lui, enfin, c'est ouf. Et d'un côté, je me dis, putain, mais ça montre bien que je sais de quoi je parle et que les méthodes que j'ai mises en place, elles sont éprouvées, en fait. Là, c'est le cas par l'exemple. Je peux être plus précise. Le mec est plombier, en plus. Donc, c'est un métier manuel, de l'artisanat, qui n'est pas du tout représenté sur LinkedIn. Donc, ça montre bien que n'importe qui a les bonnes méthodes peut exploser sur ce réseau. Et lui, il n'avait pas d'abonnés. Il avait 0. S'il avait 3 abonnés, il avait son ancien patron, moi et sa mère. Voilà. Et donc, bref, ça explose complètement. Ça part. J'aurais jamais pensé que ça aurait autant explosé. Pourtant, le post, 2, 3, 4 heures après, il dépasse pas les 60 ou 80 likes. Il part pas très bien en plus. Donc, on se dit, bon, bah, ok, ça va faire 100 likes, c'est déjà très bien pour un premier post. Bon, ça s'enchaîne. Et en fait, au bout d'un mois, il atteint 30 000 abonnés. Mais 30 000 abonnés en un mois, même moi qui suis sur LinkedIn depuis 1 an et demi à ce moment-là, j'ai même pas 30 000 abonnés encore. J'en ai 20 000 et quelques, tu vois. Donc moi, limite, je me dis, fais chier, attends, moi j'arrive, ça fait 1 an et demi que je me casse le cul à faire des posts tous les jours. Lui, il fait, en un mois, il fait ce que je fais en 2 ans, tu vois. Enfin, lui. Moi, Oui. Caché derrière lui. Bien sûr, bien sûr. Et donc un jour, on décide de... le jour de la sortie de ma formation, parce que je me dis, vas-y, faut que j'utilise ce truc en coup de com', ça peut pas être autrement, tu vois. Et le jour de la sortie de ma formation, je fais un post et je dis, bah voilà, le cerveau derrière, le plombier de LinkedIn, c'était moi. Et il y a plein de gens qui ont dit, mais non, mais non. Il y en a qui me disent, je savais. Il y en a d'autres qui me disent, mais du coup, il existe vraiment le plombier de LinkedIn ou c'est un mec fait avec l'IA, tu sais. Je dis, non, il existe et tout, c'est mon mec. Et donc, il y a enfin, c'est très partagé. 50% de réactions qui sont, waouh, coup de com' du siècle, qui me font vendre ma formation aussi. À ce moment-là, je fais entre 500 et 3 000 euros par jour pendant 2 mois. Donc, c'est
énorme en termes de revenus. Et les autres 50% qui me disent que je suis une menteuse, que je les ai trahis, que je suis limite une escroc, que c'est horrible de faire des choses comme ça. Et j'étais en mode, ouais. Vous savez que le métier de ghostwriter, ça existe depuis la nuit des temps. Bah oui, en plus, tu voulais aider ton mec. En fait, en quoi c'est Mais problématique? grave. Et puis, il y a plein de dirigeants qui sont sur LinkedIn à ce moment-là qui utilisent des ghostwriters. Et moi, avant mon mec, j'avais des clients en ghostwriting aussi, hein, de qui je faisais les posts. Personne me disait rien à ce moment-là, tu vois. Et donc s'ensuit pendant 3 semaines, je me fais tous les jours, je me fais insulter sur les réseaux sociaux et je me fais harceler. Et je passe ma journée à bloquer les gens. Bloc. Du harcèlement pour Ah ça. oui, ouais. Et ça veut dire quoi? C'est quoi, des insultes? C'est Des quoi? insultes, c'est des posts qu'on fait sur moi. Et mais sans pitié, on me tague dessus, c'est même pas caché, on essaie de faire des posts, on me tague dessus et on me dit que j'ai trahi LinkedIn. Mais non, mais ça, en fait, ça prend des proportions que je n'aurais jamais imaginées. Je crois que tout LinkedIn a entendu parler de cette histoire. Et mon mec, d'ailleurs, on est parti 2 fois en vacances les années qui ont suivi, on l'a reconnu 2 fois à l'aéroport. Enfin, à chaque fois qu'on était à l'aéroport, on l'a reconnu, tu vois? Donc c'est que le truc, ça prend des proportions incroyables. Mais bon, ça m'a fait vendre ma formation. Donc, 3000 balles par mois, par jour. dis pas non. Hein. Et depuis, vous êtes ensemble ou pas? Ouais, ça fait 5 ans là qu'on est ensemble. Félicitations, Merci. bientôt le jardin et le... Exactement, ça, hein. j'attends avec impatience. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, concilier amour et entrepreneuriat, formalité ou galère? C'est une galère. C'est une galère. Moi, je suis pas la mieux placée parce qu'en fait, il a fallu que j'attende que je gagne vraiment bien ma vie pour comprendre que c'est bon, je pouvais souffler en fait. Et je comprends que les gens qui sont, tu sais, à attendre les clients au jour le jour, tout le temps, etc., je comprends qu'ils soient tout le temps en train de vouloir bosser parce que quand tu as fait 2 000 € de CA et que tu t'en payes 1 500 et qu'il te reste 200 balles pour le mois prochain, tu vois, en fait, tu pas le choix que de bosser. Et tu es un peu dans la roue du hamster en mode t'es salarié, mais en fait, de ta propre boîte. Donc moi, je suis pas le bon exemple. J'ai attendu vraiment de bien gagner ma vie pour faire la distinction entre les deux et d'en avoir marre aussi, limite d'être en dépression. Je dis pas que j'ai été en burn-out parce que j'ai jamais été. Je voudrais pas manquer de respect aux gens qui l'ont été, tu vois. Mais vraiment grosse dep que j'ai vécu seule dans mon coin et j'ai fait chier personne en fait parce que je voulais pas emmerder les gens. Après, j'ai pris un bureau pour scinder les deux et j'ai dit j'ai mon petit ordi chez moi sur lequel je déteste travailler. Au cas où il y a une urgence, tu vois. Mais les urgences, ça doit être des urgences. Vraiment urgence, catastrophe, machin. Bon, on sauve pas des vies, donc il y a jamais vraiment d'urgence, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai pris du bureau, ça m'a scindé le truc et j'ai dit OK. Dès que j'ai fini ma journée, si je rentre à 21h, je rentre à 21h. Si je rentre à 16h, je rentre à 16h. Mais dès que je rentre, j'ai terminé ma journée de travail. Et après, chaque jour suffit sa peine, on verra demain, quoi. Et c'est ça comme a ça que j'ai fonctionné. réussi. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'arrive à prendre mes week-ends. Mais après, par contre, je m'écoute. Si j'ai envie de travailler un week-end parce que je me fais chier, que j'ai rien à faire, je travaille en fait. Je m'écoute. Et si un jour en semaine, j'ai pas envie de bosser, je m'écoute. C'est ça aussi la liberté. De faire ce que... Enfin, c'est une liberté sans en être une. Puisque tu dois quand même faire rentrer du cash. Sinon... Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'argent facile n'existe pas. L'argent en continu 100% n'existe pas. Sinon, pourquoi des Yomi Denzel, des Oussama Ammar, des Antoine Blanco, des Margot Cunego qui font des millions par an, pourquoi ils continueraient de bosser autant si ça rentrait tout seul, en fait? Ça n'existe pas. T'es obligé de travailler. Ou alors, t'es patron d'une grosse boîte, d'un Nike, et puis tu sais que ça rentre, voilà. Et c'est tes équipes qui gèrent la com, le marketing, le machin. Pendant un moment, il y a environ 1 an et demi, il me semble, je t'ai beaucoup vue. Puis à un moment donné, tu étais beaucoup moins présente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à ce moment-là où j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. J'avais trop travaillé. Pendant les 2 premières années de ma boîte, je m'étais donnée à fond, à fond, à fond. J'ai fait un super bilan. C'était génial, trop bien. Mais j'étais vide. Vide, plus de batterie. Je
Je prends jamais de vacances. Si je prends une semaine et 4 jours à Noël, une semaine pour faire plaisir à la daronne, pour partir avec elle en vacances, sur laquelle je bosse, je fais que bosser, et 4 jours à Noël pour partir au ski, voilà. Donc ça pendant 2 ans, plus travailler entre 10 et 15 heures par jour non-stop, du lundi au dimanche, et rebelote la semaine d'après. Bah en fait, ça m'a fait lâcher, quoi. Et donc, j'ai essayé de tenir tant bien que mal, mais c'était très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en fait, à un moment, j'ai un peu disparu, même si j'ai pas lâché. Mais voilà, j'étais en off avec mes clients qui avaient payé parce que bah, ils avaient payé. Donc, je me concentrais plutôt sur eux. Et puis, le reste, je me suis dit, bah tant pis, ça attendra. Et là, je suis de retour en force. Donc, comme quoi, ça ne veut rien dire. On peut s'arrêter pendant 2 semaines ou plus et pas foutre en l'air son business, quoi. Et dans ces moments-là, est-ce que tu as une aide? Alors, je sais pas si c'est te confier à un psy, parler avec ton mec. Je sais comment ça se passe psychologiquement pour Ouais. essayer de remonter la pente. Moi, j'aime pas embêter les autres, donc je parle. En fait, j'exprime mes émotions. J'ai pas de mal à exprimer mes émotions, mais j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes. Donc, en général, si j'ai vraiment besoin, je vais voir un psy. Et donc, je suis allée voir une psy qui m'a vachement aidée sur plein de choses, qui m'a créé des déclics, mais j'ai pas été assez assidue puisque comme je continuais quand même à beaucoup travailler, ben du coup, le psy passait vraiment au second plan. Mais j'y suis quand même allée, ça m'a vachement aidée. Et en fait, je pars toujours du principe que tout ce qui m'arrive, c'est grâce ou à cause de moi. Donc, c'est à personne d'autre de prendre mes états d'âme, c'est à personne d'autre de subir ce que je subis, même si ben, des fois, ça peut m'arriver d'être énervée, ça peut m'arriver d'être triste, d'être super joyeuse. Mais voilà, je voulais pas embêter les gens autour de moi parce que je pense que chacun a ses problèmes et il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves que les miens en fait. Et je sais pas ce que les gens vivent dans leur vie parce que eux-mêmes n'en parlent pas non plus à tout le monde. Et donc je voulais pas embêter les gens. Donc moi je sentais que j'avais la force et la capacité de remonter la pente seule à ce moment-là. Mais par contre, si je vis un autre épisode comme ça dans 2 ans, peut-être que je serai beaucoup plus faible et que je n'aurai pas la possibilité de le faire seule et que du coup, là, je m'entourerai. Mais pour l'instant, enfin, j'ai pas ressenti ce besoin-là. Et après, ce qui m'a beaucoup sauvée, c'est mes amis. Voilà. Mes amis qui me faisaient penser à autre chose, qui me... Avec qui tu passais du temps, Ouais. mais à qui tu te confiais pas forcément. Non, parce que je Ouais, tu voulais veux pas pas les les embêter, ouais. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi dans le délire, et j'ai des amis aussi qui sont pareils. Souvent, ce sont les femmes, hein. Mais enfin, je crois, hein. Bon, c'est peut-être mes copines, et peut-être qu'il y a plein de gars pareil. Tu sais, je me pose la question en même temps. Mais quand il y a ce truc-là, je me dis, enfin, en tout cas, avec mes copines, je me dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Tu vois, je prends ça comme une trahison, quoi. Mm. Tu m'as pas fait confiance. Ouais. Pourquoi tu t'es pas livré? Mm. Parce que nous, les amis, on sert à ça, tu vois. Bien sûr. Donc, C'est ce que les gens disent en général. C'est ah mais tu t'es senti comme ça, mais pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas fait confiance, etc. sur ça? Mais en fait, c'est pas une question de pas faire confiance. Et du coup, ça, en plus, ça, c'est une pensée qui revient du coup à toi en mode t'es blessé dans son ego parce que la personne t'a pas fait confiance. Mais c'est pas qu'elle t'a pas fait confiance, c'est qu'en fait, bah, peut-être que elle avait envie de partager ce chagrin et cette douleur qu'avec elle-même, tu vois. Et, et aussi par pudeur de pas vouloir embêter les autres. Moi, comme je t'ai dit, je sais que chacun a ses problèmes et qu'en fait, venir rajouter du poids à quelqu'un qui n'en a pas besoin parce qu'il est déjà en train de gérer autre chose, ben, pour moi, c'était le plus beau cadeau aussi que je pouvais faire à mes amis, de pas vouloir, tu vois, les embêter et de passer que des bons moments avec elles. C'est-à-dire, même si les amis, c'est fait pour ça. Et je suis sûre que quand j'en ressentirai le besoin, si je me ressens comme ça, je leur en parlerai. Mais à ce moment-là, je sentais pas que c'était assez urgent pour que je les dérange, que je prenne de leur temps qui est précieux pour leur en parler, quoi. Comme on disait, les réseaux sociaux, c'est un espace en fait où la critique fuse souvent, même trop souvent. Ouais. Comment tu fais pour garder le cap et comment tu gères les vagues de haine qui sont envoyées par tous ces haters? Ben, au début, je le prenais très personnellement. Il y a eu plusieurs
plusieurs phases. Au début, je le prenais très personnellement. Je répondais tout le temps parce que, en fait, je voulais, moi, exprimer ce que j'avais à dire. Parce que je vois pas pourquoi il y avait qu'une personne qui pouvait me critiquer. Moi aussi, j'avais envie de répondre. Quand j'ai compris que répondre, ça servait à rien et que je perdais plus de temps qu'autre chose, j'ai commencé à bloquer. Quand j'ai compris que je pouvais pas bloquer tout le monde parce qu'il y avait trop de monde, j'ai commencé à plus lire, tout simplement. J'ai une CM, notamment sur LinkedIn, qui s'occupe de répondre à mes commentaires et de gérer les commentaires. Donc ça fait une barrière qui me permet, moi, de ne pas voir toute cette critique. Et du coup, quand je fais un tour, moi, dans mes commentaires, en général, je passe pas comme je passais avant 7 heures par jour sur LinkedIn. Je suis entre 10 et 20 minutes par jour sur LinkedIn maintenant. Et du coup, j'ai que le bon nectar, quoi. Et du coup, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui trie, enfin, en tout cas, qui fait barrière et qui me permet de ne pas avoir à lire tous les commentaires pour leur répondre, puisque c'est elle qui le fait. Et sur Instagram, en général, ou sur TikTok, ça m'arrive surtout quand les vidéos sont très virales, parce que ça touche tout et n'importe quoi. C'est très grand public en général quand c'est des vidéos virales. C'est pas ce qui me rapporte de l'argent, ça me rapporte juste des vues. Voilà, ce qui sert à rien en fait au final. Mais c'est là où je me fais défoncer. Et pareil, là j'essaie de pas lire. Parce que je sais que voilà, c'est anxiogène, que les gens, le temps qu'ils mettent le commentaire, que je leur réponde, ils auront déjà scrollé 150 vidéos, ils auront oublié qu'ils ont mis un commentaire chez moi. Donc, je vois plus trop l'intérêt, en fait, de répondre à ces gens-là. Par contre, voilà, des fois, des petites vidéos réponses aux haters, et cetera, ça me fait rire parce que je le prends à la rigolade et du coup, ça fait rire ma communauté surtout et ça nous rapproche. Donc, Toi, tu renvoies l'image d'une meuf qui s'assume, plutôt sûre d'elle. Sous cette armure, il y a quoi? une meuf qui a pas du tout confiance en elle. C'est ce que les gens me disent souvent. Ils me disent: «Putain, mais toi, t'as trop confiance en toi et tout». Je dis: «Non, mais pas du tout». En fait, c'est peut-être ce que vous percevez, mais il faudrait qu'il y ait une caméra qui est 100 avec moi tout le temps, qui vous filme en live comment ça se passe et qui vous filme dans mon cerveau aussi. Moi, à chaque fois que je sors un produit, je me dis: «Oh là là, c'est de la merde, ça va pas leur plaire et tout, c'est pas assez, j'ai pas fait assez» et cetera et au final, les gens, ils kiffent à chaque fois. Sauf que, je peux pas le savoir à l'avance, en fait. Bien sûr. Mais c'est toujours et c'est pas de la fausse modestie en mode: «Oh là là, ils vont pas aimer, mais je sais qu'ils vont aimer», tu vois? C'est vraiment, je me dis: «Putain, limite, j'ai honte, quoi». J'ai honte de leur vendre ça parce que ça me fait chier, parce que j'ai l'impression que j'ai pas mis assez et pourtant je retourne le truc dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux rajouter? Mais ça, j'ai déjà mis et ça, j'ai déjà mis. Mais c'est juste le fait de, me dire: j'ai pas totalement confiance en moi. Et il y a une nana aussi qui est méga émotive dans le sens où, je prends les états d'âme de tout le monde. C'est pour ça que c'est fatigant pour moi d'être entourée de monde parce que je ressens leur peine, je ressens leur combat, je ressens leur anxiété, je ressens leur joie aussi et donc du coup, ça me fait du bien comme ça peut, me mettre complètement à terre et c'est ce que les gens voient pas de moi et c'est pour ça que ceux qui m'aiment pas alors qu'ils m'ont jamais vue, ça me dérange pas. Mais par contre, je veux que ceux qui me voient, ils comprennent vraiment qui je suis et c'est pour ça que je préfère toujours dire aux gens, si vous m'aimez pas ou si vous avez des a priori, vous savez quoi? Venez à un event. Même un event qui est gratuit, venez en fait. Déplacez-vous juste et venez me voir et vous verrez après. Et de toute façon, on peut pas aimer tout le monde. Ah oui, Ou non, être mais aimé de tout le monde. ça, je l'ai compris, bien plus tard, qu'à mes débuts, où je voulais faire du 100 de satisfaction, je voulais que tout le monde soit content, je voulais être aimée de tout le monde. Bon, ça y est, j'ai abandonné l'idée maintenant, j'ai compris que c'était pas possible, mais ça m'a fait souffrir pendant longtemps. Ouais, c'est normal. Surtout, les femmes sont comme ça. Enfin, on est comme ça, hein. Mmh. Avec l'IA, le développement personnel et les formations en ligne qui explosent, est-ce que tu penses que le coaching a encore un avenir lucratif? Oui, oui, oui. Je pense que le coaching, en fait, c'est ce qui va même rester de tout ça. Pourquoi? Avec mon amie Alice, on s'est rendu compte, on fait beaucoup de formations en ligne. Nous, c'est ce qu'on fait, à 99. On fait après des conférences et cetera, mais notre business, c'est la formation en ligne, plus particulièrement. Ce qui nous fait manger, ce qui nous paye nos factures. On se rend compte qu'en fait, les gens, ils ont besoin de voir les personnes avec qui ils collaborent, les formateurs, les conférenciers, machin, et cetera. Ils ont besoin de sentir qu'on est humain, qu'on existe,
comment on est, qui on est, et de plus en plus. Moi, je le vois dans les offres en fait qui sont faites. Les gens qui proposent des offres en présentiel comme ça, où tu es autour d'une table, où tu es dans un lieu pour un séminaire, etc. Mais en fait, les gens se ruent dessus parce qu'ils veulent du contact humain. Ce dont on a manqué pendant des années post-Covid, puisque en fait, ben, les gens se sont dit, bah voilà, maintenant on va faire du télétravail, maintenant on va faire des formations en ligne, etc. Ouais, mais en fait, on en revient toujours à la base même, qui est, on a besoin de relations sociales. Et même moi, qui suis un être plutôt casanier et qui recharge ses batteries seule, chez elle, limite dans le noir, tu vois, bah, j'ai besoin de voir du monde en fait. J'ai besoin de sentir la chaleur corporelle, j'ai besoin d'écouter des voix, j'ai besoin de voir des sourires, j'ai besoin qu'il y ait un peu de brouhaha parce que, bah, en fait, ça fait du bien au final et qu'on est des êtres émotionnels qui avons besoin des uns des autres. Et bref, du coup, voilà, pour moi, ça va revenir en force, ouais. Récemment, donc, tu as sorti un livre Oui, qui est caché derrière toi. Ah non, qui est là, il est là. beau, hein. Il Ouais, est il est bleu, beau. t'as vu? Ouais, il est bien bleu. Hein. Je sais pas pourquoi tu as choisi cette couleur. Donc, faites de vos réseaux une machine à cash. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? En plus, tu es très jeune quand même. Hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin? Euh, je l'avais dans, t'as une petite liste de choses que tu as envie de faire avant de mourir. Tu peux avoir du saut en parachute, tu peux avoir passer à la télé, tu peux avoir, je sais pas, acheter une mobilette, j'en sais rien. Et moi, j'avais écrire un livre dans cette liste, mais je savais pas quel genre de livre. Au début, je voulais écrire un livre sur l'entrepreneuriat, enfin passer du salariat à l'entrepreneuriat ou passer d'étudiant à l'entrepreneuriat, un truc un petit peu sur ma life en fait, parce que tout le monde me disait mais ce que tu fais à ton âge, c'est dingue, t'es jeune, machin, etc. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Puis après j'ai commencé à exploser d'une autre manière sur les réseaux sociaux et j'ai commencé du coup à plus faire de la formation sur monétiser ces réseaux, parce que c'est bien de faire des vues, mais en fait ce qui nous intéresse c'est quand même de rentrer du chiffre, parce qu'on n'est pas des bénévoles. Et du coup, j'ai eu le contact de mon agent d'auteur qui s'appelle Caroline Frizou, qui est l'agent d'auteur de plein de super auteurs et autrices. Alice Catlino, Harmonie Albertini, Aurélie Preston, bref. Et du coup, cette nana, on me l'a présentée. C'est Alice qui me l'a présentée. Et elle m'a dit, moi je suis en train d'écrire mon livre, là, ça y est, j'ai commencé et tout. Tu devrais trop écrire un livre. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout, mais pas du tout prête. Mais je me suis dit, si on te le propose et que ça arrive maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Go, j'y vais. Et donc, je prends contact avec Caroline. Elle me dit, putain, ton projet, super, etc. En plus, j'ai déjà plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, les maisons d'édition, elles sont contentes puisqu'elles achètent aussi... Enfin, elles partent du principe que tu as une audience. Donc, évidemment, ça va se vendre beaucoup plus facilement. Et du coup, elle me dit, ok, bah c'est bon, go. Et là, on a 3 maisons d'édition qui veulent bosser avec moi. Et je me dis, mais dingue et tout. Et donc, je choisis de bosser avec First Edition. Qui est une très bonne maison d'édition. Ouais, super maison d'édition qui ont édité Fabien Olicard, qui est un gars que je suivais pendant mes études et de qui j'ai acheté plein de livres. Et du coup, je suis très contente voilà, d'être dans les librairies et tu vois, d'avoir hop, ma petite tête comme ça au milieu des librairies. Et alors, les premiers retours? Les premiers retours, c'est... alors moi, c'est un livre très technique, donc ça va mettre du temps parce que les gens ont besoin d'appliquer pour voir ce que ça rend, etc. Mais on m'a dit, purée, j'aurais adoré avoir ce livre plus tôt entre les mains parce que c'est un condensé, tu vois, de tout ce que moi j'ai appris. Mais t'as vraiment, je pars du début, hacker la psychologie des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien communiquer sur les réseaux, définir son positionnement, attirer la bonne audience et les bons clients, jusqu'à la création de son offre et comment vendre sur ces réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un livre pratique, mais qui nécessite du temps. Parce que c'est pas un livre, un roman, comme tu lirais une histoire, etc. Mais les premiers retours, ils sont dingues. Les gens sont contents. Moi, j'y ai mis tout ce que j'apprends depuis 3 ans dans mon livre. Et du coup, pour moi, c'est du basique. Puisqu'en fait, je maîtrise sur le bout des doigts tout ce que j'écris. Mais pour les gens qui en ont besoin, c'est la Bible, en fait, des réseaux sociaux. Donc,
Et je suis contente surtout d'avoir écrit, c'était vraiment le truc, d'avoir écrit un livre sur les réseaux, mais moi, d'avoir eu des résultats avant d'écrire ce livre, et surtout d'avoir la preuve sociale. Parce qu'en fait, tu verras, hein, si tu vas en magasin, tu as plein de livres sur les réseaux sociaux, mais c'est que des gens qui connaissent les réseaux sociaux en théorie. C'est jamais des gens. Ils te disent comment faire 10 000 abonnés sur les réseaux, mais même eux, ils en ont pas. C'est des experts. Mais en Mais fait, ils sans n'ont jamais avoir, appliqué. ouais. Mais ça, c'est enfin, ce qui m'énerve un peu chez beaucoup Bah de ouais. coachs, c'est ça, quoi. T'as des coachs qui vont coacher comme je dis dans certains trucs, qui vont coacher des chefs d'entreprise qui vont générer des millions d'euros, mais eux, ils génèrent même pas des millions d'euros. Bah, c'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens? En fait, t'es peut-être un Exactement. soutien psychologique, on va dire. T'es à côté du mec, tu lui dis non, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, que t'as lu quelque part. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que t'as Bah, fait, c'est quoi? ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, enfin, parce que j'ai fait mes recherches, j'ai enfin un livre qui parle de réseaux sociaux avec quelqu'un qui a appliqué ce qu'elle dit dans le livre. Donc, Bon, j'espère que tu vas me le donner, hein. bah, Comme ça, je vais appliquer et tu bah, vas me le dédicacer. Oui, je l'ai pris exprès pour toi et pour te le Ah, c'est laisser gentil. au studio. Voilà. Alors, comment toi, tu perçois l'entraide entre femmes dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on parle beaucoup de sororité, Mm. mais est-ce qu'elle est vraiment présente dans le monde des affaires? Je dirais qu'en majorité, oui. Il y a beaucoup de nanas. Moi, les gens qui m'ont le plus craché dessus, par contre, c'était des nanas. Ça, c'est une vérité. Maintenant, là où moi j'ai le plus grandi, c'est auprès d'autres nanas qui m'ont élevée, qui m'ont pris par la main, qui m'ont dit viens, je te présente telle personne, tiens, je te donne telle opportunité. Donc oui, la sororité, j'ai pas envie de me focaliser sur les autres gens bas de gamme là qui ont que ça à foutre, que ce soit des hommes ou des femmes, je m'en fous. C'est des êtres humains, tu vois. Mais en tout cas, les personnes qui m'ont permis de vraiment plus m'élever et d'en être là où je suis, c'est des femmes. Donc peut-être que, parce que moi, je suis plus allée vers des femmes aussi, je me suis fait arnaquer majoritairement par des hommes. Donc ça m'a peut-être poussée plus vers les femmes où je me suis sentie plus en sécurité. Mais ouais, vraiment pour être méga honnête, la sororité, elle existe. Et les gens qui disent oui, mais machin, non, c'est pour faire beau, c'est pour arrondir les angles et tout. Non, vraiment, ça existe. Je suis du même avis que toi. Je pense que ça existe, mais que voilà, que les hommes, ça les arrange de mettre en compétition les femmes. Oui, bien sûr. Donc, Toujours. c'est comme ça, quoi. Donc, toi, tu as 25 ans et tu as déjà vécu pas mal de choses. Comment est-ce que tu envisages l'avenir? L'avenir, à combien de temps? L'avenir, on va partir sur déjà l'année qui va venir, OK, puis sur 5 ans, OK. puis sur plus loin. 10 ans et plus, OK. L'année qui va venir, pour moi, ça va être une année, ça en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que les gens veulent du concret, du présentiel. Donc là, on est en train de sortir un projet avec mon amie Alice qui s'appelle le Château des Entrepreneurs et on va pendant un week-end en fait accompagner et former des entrepreneurs qui vont eux-mêmes aussi pouvoir réseauter, se créer plein d'opportunités et pour les voir en présentiel dans des châteaux incroyables, 100% privatisés, où on va pouvoir faire des super séminaires en fait, des super retraites. Et parce qu'en fait, j'ai envie pas de sortir de la formation en ligne, parce que j'adore. Vraiment, j'adore faire ça. Mais j'ai envie de rajouter une corde à mon arc sur, OK, formation en ligne plus formation en présentiel, où on voit des vrais gens et on s'intéresse vraiment aux gens qui sont en face de nous. Donc ça, c'est une première chose pour l'année à venir, qui va être déjà assez costaud. Donc on va pas se rajouter 10 000 trucs. Bien que aussi conférencer, mais bon, ça c'est ce que je fais déjà, donc vraiment aller chercher plus de conférences. Et après les 5-10 ans, j'espère que dans 5 ans, j'aurai fondé ma famille déjà. J'aurai ma maison, voilà. Avec mon compagnon, on sera en train de vivre autre chose, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc les plans à partir de ce moment-là, ils sont méga flous parce que je sais pas en fait comment je serai quand je serai maman. Est-ce que je serai une maman qui veut se consacrer 100% à l'éducation de son enfant et qui du coup recrute des gens dans sa boîte pour qu'elle tourne toute seule? Est-ce que je serai une maman qui
et entre les deux, et du coup, travaille, s'occupe aussi, ou est-ce que, je sais pas, je prendrais une nounou pour s'occuper à temps plein de mon enfant et je serais en train de bosser, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, Donc c'est un peu au jour le jour. ouais, à part l'année prochaine, après, Hmm. c'est un peu au jour le jour parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des plans trop lointains, ça se passait jamais comme je voulais. Parce qu'il y a toujours un truc qui fait putain, mais là, c'est une opportunité de dingue. Et en fait, tu la loupes pas, tu la prends, et puis, ah ben ouais, mais du coup, ce que je voulais faire dans 3 mois, bon, bah ça change, bah c'est pas grave, on revient en arrière, et puis, donc je sais pas. Ouais, c'est un peu au jour le jour, ouais, Mm. mais c'est bien. Parce que au moins, c'est pimenté, quoi. Mm. Tu penses qu'on peut être mère de famille et entreprendre? Moi, les nanas qui sont mamans et entrepreneurs, pour moi, c'est des héroïnes plus, quoi. Parce que j'ai pas d'enfant, donc je sais pas ce que c'est, mais j'imagine, tu vois. J'ai un chien, j'ai un chat. J'ai eu le chat, où il faut un peu t'en occuper, mais ça va, il se débrouille, tu vois. J'ai eu le chien, où à ses premiers mois, c'est comme un enfant, ça touche tout, ça prend tout sur la table, ça machin, faut tout mettre en hauteur et tout. T'as les yeux une fois ailleurs, il te défonce l'appart. Voilà, donc je compare pas évidemment un chien à un enfant, mais je veux dire, dans les faits, ça m'a appris énormément de choses. Et l'état d'après, évidemment, c'est un enfant. Donc j'y suis allée crescendo comme ça, et je me dis, déjà le chien, c'était sportif. Alors l'enfant, c'est pas tu pars une journée au travail, tu le laisses à la maison et puis tu reviens pour le sortir, tu vois. C'est du 24-24, 7 jours sur 7, surtout au début, aux premières années de sa vie, etc. Donc, oui, on peut être entrepreneur. Maintenant, ça demande une rigueur et une organisation millimétrée. Quand t'es maman, il n'y a rien qui passe avant ton enfant. Je fais en général, hein, parce que je suis pas dans la tête de toutes les mamans, mais en théorie, il n'y a rien qui passe avant ton enfant. Et du coup, si tu dois pouvoir lâcher le travail parce que ton gosse il est malade, tu dois aller le récupérer, machin, etc. Tu dois avoir une boîte qui est solide, avec des fondations solides, ou alors pouvoir t'organiser et te dire ok, bah je bosse, et c'est ce que les mamans font en général, toutes les mamans que je connais. Je bosse quand mon gosse il est en train de dormir, donc quand je le couche à 20h, bon bah jusqu'à minuit, 1h, je suis en train de dormir, mais le matin après il faut se lever, etc. Moi, c'est une vie qui, pour l'instant, j'arriverai pas à la tenir, parce que j'aime trop mon travail, j'aime trop ma boîte et j'aime trop faire de choses. Ça tombe bien, ma maison est en construction. Donc, elle n'est pas sortie de terre. Donc, pour l'instant, c'est pas un sujet, tu vois. Mais une maman, non, une maman, c'est incroyable. Moi, je voyais même ma maman en tant que salariée, comment elle se démenait et tout. Enfin, c'est ouf. Non, mais après, t'as les forces qui se décuplent. De toute façon, quand t'as des enfants. Ben, je pense, oui. Je pense. Moi, j'en ai 3. Hein, donc, T'as 3 enfants? Ouais. Ils ont quel âge? 3 filles, Ils ont quel âge 15, 13 et 7. Ah, c'est intéressant. T'as tous les âges là. Ouais. T'as une qui rentre dans l'adolescence, une autre qui est assez grande mais pas trop encore. Ouais, c'est ça. Hein. Seconde, troisième, parce qu'elle a sauté une classe, et CE1. Ouais, et même je me dis, oh là là, encore un petit bébé serait cool et tout, mais bon. Ah ouais? T'en voudrais un 4e? Ah, moi, j'aurais aimé en avoir plus même. Ah ouais? Ouais, 5, 6, mais bon. C'est quoi? Enfin, il y a une raison particulière? Bah, déjà, il faut que tu aies un grand espace. Bah ouais. Tu vois, si tu veux plein d'enfants. Donc, déjà, et après, c'est une question de temps aussi, Ouais. de moyens, il y a plein de choses, quoi. Et c'est vrai que tu as le côté pas pratique, hein, enfin, pas pratique. Ce que tu disais, à l'image de ton chien. C'est-à-dire que tu as le bébé qui naît, bah, tu peux plus rien faire. Ouais. Déjà, avec des enfants. À ce bah point? oui. Je savais pas à ce point, je sais pas, hein, tu vois, j'ai parce jamais que d'enfant. même le bébé dort, bah, t'es tellement fatigué Ouais, que, je comprends. tu vois. Bah, tu dors avec lui. Ouais, tu T'as vois, pas un petit t'es somme. KO, quoi. Et après, ou sinon, par exemple, t'essayes de l'endormir, vas-y, il s'endort et tout, tu le poses, tu dis, ah ouais, là, je vais souffler un petit peu, et 1 heure après, il se réveille, quoi. Ouais. Tu peux pas être focus sur des grosses tâches, en fait. Ouais, c'est ça. C'est du Tu dois mettre microtasking un peu, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, si ton mec te demande de rester à la maison pour t'occuper des enfants et mettre de côté tes projets, qu'est-ce que tu lui dis? Il me demandera jamais. C'est tellement utopique que j'ai jamais pensé à ça, mais je sais qu'il me demandera jamais. Puisqu'on aurait les moyens, tu vois, de prendre quelqu'un qui s'en occupe. Donc, en fait,
Ça n'a jamais été un sujet. Si par contre, allez, on va vraiment partir du fait qu'il me demande, ben je lui dis que non, parce qu'en fait, moi je veux bien m'occuper de mon enfant, mais il faut que en fait, déjà en vacances je me fais chier. Donc comment t'expliquer qu'en fait si je reste toute la journée à la maison à faire la popote, je vais devenir folle en fait. Ah non, moi il me faut des projets, il me faut des trucs à faire, je peux pas. Et même si j'entends hein, que quand t'as un enfant, c'est complètement différent, tu changes de projet, de trucs et tout, mais je sais quand même que je pourrais pas. Je pourrais pas m'arrêter du jour au On en lendemain. parlera à ce moment-là. Non, je rigole. Je t'appelle, je t'ai dit bon écoute, t'avais raison. Qu'est-ce qui te motive à aider d'autres entrepreneurs, particulièrement les femmes? Parce qu'en fait, on fait croire aux gens que c'est dur de bien gagner sa vie, c'est dur de se sortir de la galère et tout, parce que je suis désolée, au SMIC, aujourd'hui, tu survis en fait. Voilà. Surtout, en plus, si t'es en Île-de-France, c'est pire, parce que nous, Montpellier, ça va encore, tu vois. Enfin, genre, tu peux... mais Île-de-France, laisse tomber. Donc aujourd'hui, au SMIC, c'est la merde. On te fait croire que, en fait, la vraie sécurité, c'est d'être dans un taf qui te plaît pas, mais juste parce qu'au moins, t'as un contrat, t'as la sécurité. Mais en fait, il n'y a pas plus ou moins de sécurité. C'est-à-dire, la vraie sécurité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire ce que t'aimes, ce qui t'anime, et qui te rapporte de l'argent, évidemment. Et donc, en fait, je veux montrer que c'est accessible aux gens de pouvoir faire de l'argent sur Internet. Que c'est pas réservé qu'aux influenceurs, que c'est pas réservé qu'aux élites, que c'est pas réservé qu'aux gens qui ont déjà de l'argent, que c'est pas réservé aux gens qui ont 170 de QI, en fait. Que n'importe qui, avec un projet, évidemment, qui répond à un besoin, à une solution précise, peut monétiser, en fait, ses réseaux sociaux. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est pas de dire tu vas être pété de thunes et tu vas gagner 50 000 euros par mois. J'ai pas la prétention de dire aux gens qu'ils peuvent faire pareil, puisque personne ne peut avoir le même chemin. Par contre, euh, j'ai envie de montrer aux gens qu'ils peuvent, ben, pareil, quand ils font les courses, ne pas regarder la note, en fait. Parce qu'il y en a ras le cul, quoi. De devoir se battre tous les jours, de devoir mettre 100 balles de côté par mois parce que, ben, en fait, si tu fais pas ça, ben, tu peux pas prévoir et anticiper ce qui va se passer dans la vie. Enfin, c'est pas une vie, en fait. C'est pas une vie de se lever le matin, d'aller bosser, que tu sois entrepreneur ou salarié, hein. De se lever, d'aller bosser, de rentrer le soir, d'être épuisé, de faire pareil le lendemain. Et d'attendre vendredi soir pour être en week-end et te dire youhou, je vais enfin pouvoir souffler. Et en fait, tu vis qu'une fois, tu vas mourir comme tout le monde, tu vas finir entre quatre planches. Donc, moi, je préfère sacrifier 2, 3, 5 ans de ma vie et me dire, je travaille comme une acharnée, mais au moins, toute ma vie, après, je peux profiter, je suis tranquille. Et du coup, je veux montrer aux gens que c'est possible aussi pour eux. C'est ce que je dis toujours à ma grande. J'y travaille bien et Mais oui, tu c'est te important. sacrifies les premières années, Mais bien sûr. mais après, ta vie, elle est tranquille, quoi. Et les gens qui disent, oui, l'école, ça sert à rien, machin et tout, les diplômes, machin et tout. En fait, l'école, c'est hyper important pour t'apprendre le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, ça dépend de l'école que tu fais. Mais c'est méga important pour aussi savoir ce que tu veux pas faire. Parce qu'à l'école, t'as plein de choses qui te plaisent pas. Mais c'est très bien de savoir où est-ce que tu veux pas aller. S'il y a des gens, ils savent pas où ils veulent pas aller, ils savent pas où ils veulent aller. J'aimerais pas être dans leur tête parce que ça doit être hyper compliqué en fait de C'est vivre clair. avec ça, tu vois. Hmm. Donc oui, l'école, c'est important. Tu fais ton truc, tes études, machin, etc. Mais par contre, toujours garde en tête que lance-toi dans un truc que tu pourrais faire même gratuitement, en fait. Et c'est là que tu seras au bon endroit. Ouais, un truc qui te passionne. Quand tu Tout à le fait. fais, tu te dis pas, c'est relou, je dois travailler. Pour toi, c'est pas vraiment du travail, quoi. Moi, je viens à Paris, là, je me dis, mais je suis trop contente. Enfin, je suis pas contente d'être dans Paris parce que tu fais 30 minutes pour faire 1,5 km, mais je suis contente de me dire, je vais faire des interviews, je vais rencontrer des gens, je vais voir des copines que j'ai pas vues depuis longtemps, je vais parler business avec des gens. Moi, mon travail, c'est ma vie. Je me suis construit un business au service de ma vie. Donc, j'adore ce que je fais. Donc, tous les matins, je me lève, j'ai pas l'impression de bosser puisque j'adore ce que je fais. Et il y a des trucs qui me font chier, je les délègue. Il y a des trucs que j'aime pas, je paye quelqu'un pour La le faire. compta. La compta. Mon assistante, elle adore. Je dis, mais Manon, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y, fais. Ouais, c'est ça. Hein, il y en a, ils sont adaptés. Enfin, ils sont contents de faire de la compta, de voir des chiffres toute la journée sur leur écran, tu vois. Il y en a d'autres, c'est plus aller faire du jardinage, Et ben voilà. tu vois. Donc ouais, c'est une question à
élucider, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas à voir avec soi-même, Mmh. Tout à pour fait. savoir ce qu'on aime ou pas faire dans la vie. Parce qu'après, c'est toute la vie. Il y a que toi qui as la réponse. Mmh. Après, c'est toute la vie. Oui, tu peux changer. Tu peux changer, hein. Ouais. Mais bon, faut avoir aussi les moyens Mais- de changer. Comme tu disais, voilà. si après tu as des enfants, et ben, est-ce que tu peux changer comme ça du Et tout ben au tout? voilà. Ouais. Exactement. C'est pour ça que vaut mieux sacrifier les premières années de sa vie. Hmm. C'est une sage parole Ah, merci. pour quelqu'un qui a 25 ans. Si j'avais eu ces paroles-là, je serais peut-être millionnaire aujourd'hui. Alors, la plus grande leçon que tu aies apprise en tant qu'entrepreneuse, qu'est-elle? Ah. La plus grosse leçon, c'est tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. C'est un adage, mais à la fois une leçon. J'ai eu vu plusieurs groupes de personnes pendant ces 3 premières années d'entrepreneuriat. Et j'ai compris que selon le groupe que tu choisis, ou en tout cas vers lequel tu vas, tu avais plus ou moins de chances de réussir, tu avais plus ou moins de chances d'avoir des problèmes ou pas. Et donc, en fait, je comprends que tu peux compter sur très très peu de gens dans l'entrepreneuriat. Mais les personnes sur qui tu peux compter et qui te tirent vers le haut, c'est les personnes à absolument garder dans ta vie. C'est ce que moi je fais avec mes amis. C'est des gens qui, je sais, seront là pour moi et que je compte sur les doigts d'une main, mais j'ai pas besoin d'avoir un milliard d'amis. En fait, je m'en fous de la reconnaissance. Les gens pensent que quand tu es sur les réseaux, etc., tu as envie de la fame et tout. Moi, je suis très bien que personne me reconnaisse dans la rue, que je vais faire mes courses tranquilles, que machin et tout. Je suis très, très bien. Ce qui m'importe, c'est d'avoir des gens qui savent me tirer la tête hors de l'eau quand j'en ai besoin et, qui sont pas jaloux, tu vois. Hmm. Des amis qui ont autant, voire plus que toi. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. C'est tout le monde au même pédestal, tout le monde pareil, la même longueur d'onde. Et t'es tranquille, en fait. T'es en paix avec des gens qui te parlent business ou pro, mais des trucs que t'adores, que t'aimes, que tu kiffes. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est marrant parce que c'est le même. Ça rejoint un petit peu ce que les artistes disent. Tu vois, les gens célèbres, on va dire. Ils veulent être tranquilles chez eux, ils veulent être avec. Ils veulent pas être reconnus. Enfin, ça dépend qui. Hein. Oui. Mais les gens qui ont quand même réussi les choses, quoi. Ils veulent être tranquilles dans Ouais, leur c'est coin, ça. ils veulent côtoyer des gens vrais. Mm. C'est un peu le même cas de figure, quoi. Je suis sûre que ces gens-là qui ont, parce que des artistes, on peut parler de superstars aux États-Unis, etc., qui ont, je sais pas combien de centaines de millions sur leur compte en banque, tu leur demandes, ok, t'as vu la vie que t'as eue pendant 15 ans ou 20 ans, est-ce que tu t'échangerais tout l'argent que t'as contre la tranquillité, la paix, le fait de pas être reconnu, le fait de machin, et la plupart te diront oui. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte, et ça c'est tellement plus facile à dire quand tu gagnes de l'argent, mais tu te rends compte qu'en fait, l'argent, ça ne te donne pas accès à... C'est-à-dire, entre prendre un avion Ryanair et un jet privé, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Tu vois? Ça t'emmène au même endroit. Entre avoir ta Twingo et la dernière Mercedes, c'est pareil. En fait, c'est un peu de la vanité, si tu veux. Et les gens se rendent compte que quand ils ont beaucoup d'argent, la fame, etc., quand Ils tu ont peux des pas nouveaux vivre problèmes. tranquille et Ouais, tout, c'est ça. ça saoule, en fait. Ouais, ils ont des C'est nouveaux chiant, problèmes, quoi. Bah ouais. Justement, moi, avec le regard extérieur, quand on voit tous ces entrepreneurs, je parle pas de toi nécessairement, hein, mais quand on voit ces gens qui courent après l'argent, il y a toujours une nouvelle méthode pour essayer de faire du cash, Ouais. pour prendre du cash, etc. Est-ce que tu te dis parfois, le jeu en vaut la chandelle? Moi, j'ai couru après l'argent, je l'ai dit déjà, et parce que j'avais des choses à prouver, parce que je voulais prouver, aux gens qui me critiquaient, à moi-même, à mes parents, à tout le monde. Donc j'ai couru après l'argent. Heu, je suis plus trop dans cette schématique-là maintenant parce que, bah, j'en ai, en fait. Donc bon, bah, ça sert à rien que je cours après, en fait. C'est bon, j'en ai, j'ai compris comment on faisait. Tu sais faire 1 000 € une fois, tu sauras faire 1 000 € 100 fois, en fait. Donc faut pas, voilà, faut pas être dans l'exagération non plus tout le temps, et faut comprendre qu'une fois que OK, il faut accepter: «OK, j'ai couru après l'argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, c'est pas grave», tu vois? Tu admets le truc. Alors oui, il y a toujours des nouvelles méthodes qui sortent. Il y a toujours des nouveaux trucs, des nouveaux machins. Le fait est que
si tu veux continuer de vendre tes produits à la même audience, t'es aussi parfois, pas obligé, mais des fois contraint de changer les noms des formations, changer les noms des méthodes ou mmh, créer de nouvelles méthodes pour que les gens puissent aussi passer à l'achat. Par exemple, quelqu'un qui te suit pendant 2 ans et qui passe jamais à l'achat parce que ça lui parle pas. Par exemple, je sais pas, créer du contenu sur les réseaux. Je peux avoir créé une formation sur créer du contenu sur les réseaux et avoir créé une deuxième formation qui est similaire à la première, mais qui s'appelle attirer 10 clients par mois sur LinkedIn. Au final, c'est un peu pareil, mais la promesse n'est pas la même. Et du coup, la personne qui te suit depuis 1 an, qui n'a jamais acheté tes produits, là, elle va se dire, OK, là, je me retrouve dans cette méthode-là, dans cette solution-là, et c'est ça que je veux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les gens créent tout le temps, entre guillemets, des nouvelles méthodes. C'est pour répondre aux besoins différents de leur audience. Maintenant, je pense que tu peux avoir un produit que tu vends pendant des années qui est toujours le même. Il suffit d'avoir les bonnes méthodes pour aller chercher des nouveaux clients, mais du coup, c'est plus la même stratégie. Mais voilà, il y a ces 2 choses-là que tu peux faire et c'est ce pourquoi on voit tout le temps des nouvelles méthodes éclore. Et après, tu as évidemment les opportunistes et arnaqueurs qui s'en servent. Ils te vendent de la merde, hein, mais ils s'en foutent. Donc voilà. Et eux, ils sont pas grillés au bout d'un moment? Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai tellement peur de l'administration française que je fais en sorte que tout soit carré. Donc, je sais pas comment ces gens-là font pour dormir sur leurs 2 oreilles. Moi, je fais en sorte que vraiment, il y a rien qui dépasse, que tout soit bien. Pour te dire, j'ai même pas pris un avocat pour optimisation fiscale puisque j'ai tellement peur qu'on me tombe dessus et qu'on me dise ouais, madame, machin et tout, que moi, je veux que tout soit carré. Tant pis, je paye plus d'impôts. Allez-y, prenez. Je paye plus de TVA, prenez. Mais au moins, t'es Ouais. tranquille. T'as la paix. Mais ouais, c'est ça. Mais après, c'est pas, tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Mais chacun fait comme il veut. Ouais, t'as hérité de ta maman. Ouais. C'est encore Oui, ce côté-là. c'est encore vrai. Donc, toi, t'es entrepreneuse. Tu côtoies forcément des entrepreneurs, puisque t'as les 5 personnes autour de toi que tu côtoies le plus, comme tu dis. Est-ce que tu dirais que ces gens sont heureux? La plupart des gens que j'ai côtoyés ne sont pas heureux. Et la plupart des gens, enfin, les gens que je côtoie maintenant sont heureux. Et c'est pour ça que je tiens à garder vraiment le groupe d'amis fort que j'ai, parce que je sais que c'est des gens qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, qui ont guéri la majorité des traumas qu'ils devaient guérir, qui n'ont pas de soucis de jalousie, d'ego, et qui se battraient pour toi contre vents et marées, quoi. Donc, les gens que je côtoie, oui, ils sont heureux. Et c'est très rare de trouver des gens comme ça. Donc, c'est pour ça que je les garde bien au chaud, que je les préserve, parce que c'est important d'avoir des amis et un environnement qui est sain. C'est-à-dire que pour toi, enfin, on en parlait juste avant, pour toi, les méga friqués, ils sont pas forcément heureux. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, la plupart des gens que je connais qui sont méga friqués, ils me disent que c'est trop de... En fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu as les responsabilités qui vont avec. Donc, tu as des problèmes qui vont avec. Ok, tu plus des problèmes de je regarde plus quand je fais les courses, machin et tout. Ouais, ok, normal. Mais tu as les problèmes de ah ben là, en fait, je rentre un client à tant de milliers d'euros et puis je dois assurer la presta, sauf que j'ai mes salariés qui sont en arrêt maladie, j'en sais rien, tu vois. Et comment on fait? Ou alors là, je vais te perdre un gros client qui faisait 40% de mon chiffre d'affaires, comment je fais? Ou alors là, j'ai un local qui me coûte 10 000 ou 15 000 ou 20 000 euros par mois, mais j'ai perdu un client. Tu vois, en fait, c'est plus tu as d'argent, plus tu as de charges, plus tu as de responsabilités. Tu as la charge aussi de... Parce que tu fais pas des millions d'euros de chiffre d'affaires par an en étant tout seul. Tu as forcément des équipes. Donc, tu as la charge de dire, en fait, j'ai des équipes en CDI. Donc, c'est des gens que je peux pas virer du jour au lendemain. En fait, ça me coûte de l'argent, tu vois, de les faire, de faire une rupture. Ouais, donc t'as les problèmes qui vont avec. Donc, c'est pas forcément mieux. Hein. Tu connais Notorious Big? Et oui, alors je connais pas personnellement, mais More oui. money, more problem. Ouais. Il a kiffé. C'est pour ça que moi j'aime bien rester pas petite, mais moyenne en fait. Là, je peux faire jusqu'à 100 000 euros dans le mois sans avoir besoin d'avoir plus d'équipe. Donc 3 personnes en freelance, ça me suffit, tu vois.
Donc demain, si j'ai des problèmes de rentabilité, je peux dire bon bah on arrête le contrat. Demain, si j'ai besoin de plus de personnes, bah, je peux prendre encore quelqu'un en freelance. J'ai pas besoin de faire un contrat, de déclarer la personne, de faire des fiches de paie, de machin. Ça va beaucoup plus vite. Et j'ai une petite équipe qui nécessite pas beaucoup de management. Donc même pour moi, parce qu'à un moment j'ai une équipe avec j'ai plus de 12 personnes en simultané. Comment t'expliquer que quand t'as 12 personnes qui ont un problème par jour chacun, bah, ça fait 12 sollicitations dans la journée déjà. Ouais, déjà, En fait, tu passes un quart d'heure, 30 minutes par Bah, personne ouais. au téléphone. Et Bah, donc, t'as passé ta journée à régler. Mais c'est ça. Ouais. Donc tu veux être tranquille, tu veux un business au service de ta vie, au final, tu te retrouves à manager des gens toute la journée, donc t'es jamais tranquille en fait. Donc, tu deviens leur esclave. Ou tu deviens leur esclave. Ouais. Et pourtant, c'est ok, tu vois, c'est peut-être que toi, t'as mal briefé, t'as mal fait tes process, etc. Mais non, ça n'empêche pas que t'es tout le temps obligé d'être sur le qui-vive. Et j'en ai parlé ça à des gens, et ils m'ont tous dit la même chose. Ils ressentent tous Et du coup, pareil que moi, ok, on prend moins de personnes dans l'équipe, on fait moins de chiffres, mais on en prend plus dans notre poche. Combien de boîtes je connais qui font entre 1 et 4 millions par an et qui ne dépassent pas les 60 000 euros de bénéfices nets? En fait, ça sert à quoi, tu vois? Moi, je suis plus petite, je fais... sur 1 million, je fais 3 fois moins de chiffre d'affaires, 2 fois moins, et je prends plus du double. Ouais, c'est ça. Donc, Pourquoi je vais me faire chier, bah en oui. fait? À te prendre la tête, à prendre des gens, les mecs qui se mettent en arrêt maladie. Voilà. Tu dois faire du management. Moi, ce qui T'as m'importe, plus c'est de mes stress. clients, Ouais. la satisfaction client, Ouais, c'est ça. à quel point ils arrivent à exploser, et après, le reste, c'est Et en plus, tu gagnes plus. anecdotique. Ouais. Et en plus, je gagne plus. Si tu pouvais changer une seule chose dans l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, ça serait quoi? Plus d'aide au départ, d'accompagnement, l'aide au départ. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir du chômage. Enfin, la chance, j'avais 300 euros de chômage ou 400. Donc, c'était pas non plus exceptionnel. Mais je savais que j'avais ce filet-là de sécurité. Oh là là, quand j'y pense. Où je me disais, ah, bah, j'ai quand même 400 euros. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui m'a expliqué comment on devenait entrepreneur. Et même à l'école, on m'a pas expliqué. Après, il y a des filières entrepreneuriales à l'école, etc. Donc, tu peux choisir. Mais c'est vrai que c'est pas... En fait, si tu choisis pas de faire filière entrepreneuriale, il y a personne qui t'en parle, en fait. Donc, c'est vraiment inconnu au bataillon. Donc, ouais, plus d'aide au départ pour pas se faire avoir sur les déclarations, sur l'ACRE. Tu vois, c'est l'aide que tu as au début où tu as 50% Exonéré, d'impôts. c'est ça. Ouais, c'est ça. Exonération de 50% d'impôts, enfin d'URSSAF. L'URSSAF, ouais, je crois. Ouais. Bref, tous les trucs comme ça où, en fait, personne te dit rien. Tu penses que c'est un problème en France ou c'est partout dans le monde? Parce que je sais que tu vas à la chambre de commerce, tu montes ta société, pas de souci. Tu as ton formulaire, ton truc. Mais par exemple, si tu montes une SARL et que tu es majoritaire quand il y a deux associés, eh ben, tu dois payer le RSI. Ouais. C'est le régime social Ouais, indépendant. Là, et tu peux payer, même si tu fais 0 € de bénéfice, tu dois payer tous les mois ou tous les trimestres ta cotisation. Ça s'élève à 300, 400 €, même si tu touches 0 €. Donc, tu reçois les courriers une fois, 2 fois, tu dis, bah, de toute façon, j'ai fait 0 € de bénéfice. Ouais. Mais tu arrives au bout tu connais l'administration française. Hein. T'arrives au bout de l'année. 2 ans. Ou 2 ans, ouais. Voilà, mise en demeure, blocage 6 de 000 compte. €. Non, mais il y a des gens, ils sont suicidés pour ça. Hein. Ah merde. Ah bah oui. C'est vrai? Bah, ils arrivent, tu sais, après ça augmente, les majorations et les trucs et ainsi de suite. Et ouais, c'est vrai, les agios après avec la banque, les trucs. C'est ça. Ouais. Ils se Et retrouvent avec des 20 000 €, voilà. tu vois. Et les Pour mecs qui connaissent pas, enfin, c'est là, on va te dire 20 000 €, tu vas dire, bon, vas-y, c'est bon, je vais essayer de trouver un système pour les rembourser, tu vois. Mais le mec, à mon niveau maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a 3 ans, mais pareil, je me serais jetée sous un pont, je sais pas, mais... Tu sais, tu te dis, mais je démarre dans la vie en essayant de monter une structure. Ben ouais. Et je suis déjà à moins 30 000, tu vois. Donc, il y a ce manque, et c'est bien que tu le soulignes, ce manque d'aide à la création. Quand tu crées une entreprise ou quand tu montes un business, il y a vraiment, c'est le désert, quoi. Et quand, par exemple, quand tu montes ta micro-entreprise aussi, tu peux cocher une case qui s'appelle prélèvement provisoire, je crois que c'est. Et en fait, ça te permet de payer, c'est l'URSSAF, les impôts, je sais plus, bref, une taxe tous les mois. Et en fait, si tu la payes pas tous les mois, tu la payeras de toute façon, mais à la fin de l'année. Sauf que
en la payant tous les mois, ça te revient moins cher. C'est genre 2% tous les mois, tu vois. Alors qu'à la fin de l'année, c'est je sais pas combien de pourcents. Et j'ai un ami qui n'était pas du tout, qui savait pas en fait qu'il fallait faire ça. Et il a perdu à cause de ça. Juste un petit tic sur un document, 14 000 euros Ah, sur ok, sa ok. micro-entreprise à la fin de l'année. Donc 14 000 euros quand tu es en micro-entreprise, déjà, tu es limité en termes de chiffre d'affaires. 14 000 balles, c'est énorme en fait. Bien sûr. Mm. Les gens, enfin, et donc, du coup, bref, il en avait parlé sur un post LinkedIn. Donc, il y a plein de gens qui avaient fait gaffe, du coup, etc. Mais si lui, il n'en parle pas, ou si nous, on nous dit rien, bon, ben, on coche pas, en fait, cette petite case. Donc, c'est de l'argent encore perdu, c'est des galères en plus, c'est. Voilà. Mais vous devriez proposer, vous, les entrepreneurs, Mm. au gouvernement, je ne sais pas si c'est au gouvernement, à la chambre, aux chambres des commerces Ouais. et tout, un accompagnement. Oui, ça pourrait. Franchement, ça Ce sera serait un nouveau intéressant. business. Après, moi, par exemple, je suis pas avocate. Donc, il y a plein de trucs que je Ouais. sais pas. C'est-à-dire, je sais des trucs parce que j'ai fait les erreurs. Et que du coup, c'est ce qui m'a coûté, tu vois. Mais il y a plein d'erreurs que j'ai pas faites et du coup, que je connais pas. Donc, mais oui, il faut prévenir, quoi. Il faut essayer de faire de la prévention, d'aider les gens comme on peut. Mm. Mais bon, ça devrait être dans les écoles, Bien sûr. ou Bah oui. même quand tu veux créer ta boîte, tu dois avoir un service qui. Je crois qu'il est Avec payant. l'État. Ah ouais? Ouais, à la chambre de commerce. Ah ouais, parce que quand j'ai monté. Ça m'aurait étonné de la France. Ouais, c'était payant. Donc, moi, j'ai mis non payant, mais après, tu dis, Ouais. oh purée, j'aurais dû payer finalement. Mais normalement, ça devrait être un service, tu vois, où au moins on t'aiguille, quoi. À Parce qui qu'on n'est pas dis-tu? on n'est pas tous entourés d'entrepreneurs, tu vois, Ouais. comme tu dis. Ouais. Donc, voilà, bah, moi, j'en ai fini. J'ai Toi fait aussi? tout un tour d'entrepreneuriat avec toi et tout. Ça fut très intéressant. Donc, j'ai une petite dernière question. C'est si tu devais choisir une personne que tu connais ou une personnalité que tu aimerais voir interviewer dans ce fauteuil, ça serait qui? Ah, il y en a plein, mais alors franchement, là, une nana qui est hyper, hyper intéressante et que j'adore, c'est Caroline Mignot. Caroline, c'est une entrepreneuse incroyable. Elle a fait partie des grandes inspirations que j'avais sur LinkedIn quand j'ai démarré. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois et je me suis rendu compte que c'était une nana, parce que comme je la connaissais que des réseaux sociaux, je la connaissais pas personnellement et en fait, elle est incroyable. C'est une douceur, elle est d'une gentillesse, elle est très intelligente et voilà. Caroline Mignot direct. Donc, si tu nous entends, bah, Caro, c'est pas loin, allez, tu peux venir. ok, bah merci. Hein. Avec Un plaisir. dernier mot? Bah, un dernier mot en librairie ou sur Amazon, hein? Il a l'air sympa, mais je vais te le laisser, t'inquiète pas. J'espère bien. Mais oui, je vais te mettre un petit mot dedans et puis, Je le tu me mettrai feras un sur, retour quand tu l'auras bien sûr. lu. Voilà. Ok, bah merci. Ben, merci à toi. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.